Bon, bonsoir à tout le monde. Ouh, on m'entend. Bon, et puis bonsoir aux autres que je vois pas. Bon, écoutez, je suis ravi de venir vous faire ce cours. C'est une synthèse, en fait. L'objet de ce cours, en tout cas le support, c'est la synthèse d'une journée que j'avais organisée l'année dernière pendant le Rééducat sur la prise en charge de l'obésité. Ou dans une prise en charge interdisciplinaire, où à l'occasion de cette journée, j'avais fait intervenir un certain nombre de personnes, préparateurs physiques, éducateurs en activité physique adaptée, kinésithérapeutes, médecins de la douleur, une patiente que vous avez peut-être déjà vue, qui s'appelle Annick Contiro, je ne sais pas si vous l'avez déjà eue, Nathalie Jourdan. Donc il y a peut-être des choses que dans ce support que vous avez déjà vu. Un confrère qui est kiné du sport, qui est un des kinés de l'équipe de France de volley, qui s'appelle Jérôme Piquet, qui nous avait fait aussi un topo sur la place en fait du kiné du sport par rapport aux pathologies chroniques. Donc voilà. Donc ça ce document, c'est la synthèse de cette journée. Il y a je crois 70 ou 75 slides. Que je vous laisserai regarder. Il y a aussi une consoeur qui travaille sur Tarbes, qui s'appelle Carole Sanguinet, qui avait fait un topo sur la charnière thoracolombaire. Donc ça, c'est l'objet. Je pensais qu'on avait un peu plus de temps. Donc j'avais tablé un cours sur 3 heures. Donc c'est un cours sur 2, donc voilà. Et il y a un second document qui est un peu une synthèse du bilan que j'ai commencé à vous enseigner en deuxième année, de ce regard en fait sur la chronicité, puisque je pense que c'est en tout cas la dernière fois que je vous vois de manière officielle en cours, puisqu'il n'y aura pas de TD avec moi, donc je vais aussi en profiter pour vous sensibiliser une dernière fois de mon côté sur cette problématique entre la chronicité et l'aigu. C'est-à-dire que vous avez deux types de patients qui vont venir vous voir à partir du moment où vous allez être sur le terrain en activité, c'est-à-dire votre dernière période de stage l'année prochaine, qui va durer 3 mois, puis ensuite vous serez dans le bain. Donc vous avez en fait les patients qui ont des pathologies que vous allez globalement rééduquer en moins de 3 mois. Et donc si vous vous rappelez un petit peu, à moins de 3 mois on rentre pas dans la chronicité, et à plus de 3 mois on rentre dans la chronicité. Donc pourquoi on rentre dans la chronicité? Parce qu'en fait il y a un message général qui fait qu'on a une modification de la vie qui s'appelle la douleur, parce que c'est douloureux de pas pouvoir faire ce qu'on veut, et qu'à force finalement de pas pouvoir faire ce qu'on veut, certains patients disent ça va nous taper sur le système. Et comme ça leur tape sur le système et qu'ils modifient leur vie, ils modifient leur apparence corporelle, ils modifient leur fonction, ils modifient leurs croyances, et en fait ils développent des facteurs de chronicité. Et finalement, après depuis toutes ces années où je travaille, j'essaye de simplifier mon message. Oui, croyez-moi, j'essaye de le simplifier. C'est à ça que vous allez être confronté. Alors je vous fais un exemple assez rapide. Et donc fatalement, quand vous allez prendre des patients en surpoids, j'ai une patiente ce matin qui est arrivée au cabinet, qui a perdu 60 kg et qui est en train de perdre du poids, qui n'a pas été opérée. Et donc elle est à son 60e kilo perdu, elle a 50 ans, et elle le fait juste en gérant son alimentation et son augmentation d'activité physique. Sauf qu'aujourd'hui, elle a été une période de sa vie où son corps s'est modifié, elle a des douleurs au genou, elle a des douleurs en bas du dos, et elle veut continuer à maigrir. Et finalement, quand elle vient nous voir, ce matin, elle vient nous voir pour ça, pour continuer à maigrir. Sauf que pour continuer à maigrir, il faut qu'elle augmente sa charge de travail. Si elle augmente sa charge de travail, elle risque de se blesser. Si elle se blesse, elle va donc diminuer sa charge de travail et potentiellement regrossir. Donc vous êtes finalement confronté à une situation où vous allez devoir gérer sur un fond de chronicité qu'est l'obésité, des pathologies aiguës que vont être une lombalgie et une atteinte de la patte doigt et un début de chondropathie du genou. Et donc c'est ça que vous allez être amené globalement à traiter quand vous aurez des patients chroniques. Donc déjà, en première intention, quand vous verrez les gens, il faudra définir si les patients sont dans une phase plutôt aiguë. Alors une prothèse de hanche, c'est aigu. Voilà, mais globalement, régulièrement, en fait, vous avez une modification du comportement des gens, une modification de la fonction. Régulièrement, les gens n'ont pas le temps de s'installer dans un état. Ils progressent de manière régulière et linéaire. Donc, ils n'ont pas le temps de s'installer dans un état et ils n'ont pas le temps de développer des facteurs de chronicité.
Attention, des aigus peuvent devenir chroniques. Voire des aigus qui deviennent ultra chroniques, c'est l'algodystrophie. Par exemple, vous avez des atteintes globales. Donc, l'idée, ça va être d'essayer d'arriver à faire ça. Et puis, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a quand même l'institution se pose la question de nous donner l'accès direct à certaines pathologies. C'est cette évaluation-là qu'il faudra que vous soyez amené à faire et être en capacité de faire. Donc là, aujourd'hui, on va parler en fait de pathologie chronique. La pathologie chronique, elle a une autre spécificité, c'est que c'est excessivement difficile, je n'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était difficile, de les aborder seuls. Pourquoi ? Parce que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs éléments. Et c'est difficile d'être compétent et bon partout. Donc il faut aussi anticiper l'idée qu'on ne pourra peut-être pas les aborder seuls. Et pas les aborder seuls, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, vous allez avoir une connaissance générale des gens qui vont vous aider à prendre en charge ces patients, parce que par contre, il y aura toujours quelque part un référent. Les patients, et quelquefois vous avez été dans la situation du patient, même si vous voyez plusieurs médecins, plusieurs professionnels de santé, il y a toujours une personne qui compte un peu plus qu'une autre. Cette personne-là, en fait, elle se décide pas, elle se choisit pas, quelque part, ça va être le référent. Souvent, c'est celui qui fait le bilan au départ, souvent c'est un peu le plus expérimenté, suivant c'est le médecin, mais pas que. Il va y avoir une personne qui est le référent. Et cette personne-là, souvent, va être la personne que le patient va venir souvent voir pour savoir s'il est dans la bonne direction. Donc, j'aime bien faire des cours interactifs. Là, c'est un peu difficile avec 2 pièces, donc je ne vais pas pouvoir trop vous demander où vous en êtes au niveau de cette idée de l'obésité et de la prise en charge, mais on va commencer un petit peu. La première chose, finalement, pour perdre du poids, tout le monde le dit, tu manges moins, tu bouges plus, et logiquement, ça doit marcher. Bon, c'est pas si simple que ça. Cette dame dont je vous parle, qui sera un peu le fil conducteur de ce cours que j'ai vu ce matin, finalement, elle a réussi à perdre une certaine quantité de poids en mangeant moins, en adaptant son alimentation. Elle va quand même voir une diététicienne. Et donc finalement, il y a une diététicienne qui rentre dans la boucle. Finalement, vous voyez que la kinésithérapie arrive finalement tard dans sa perte de poids. Et en augmentant quelque part son activité, ça veut dire qu'elle a finalement réussi à prendre conscience de sa pathologie, prendre conscience de son état pour pouvoir globalement le bouger. Donc déjà, ce qui est important, quand vous allez voir les patients, ça va être d'essayer d'évaluer un petit peu s'ils ont conscience réellement de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils sont. Et surtout du chemin qu'il va falloir qu'ils parcourent pour pouvoir y arriver. Mais globalement, l'idée, ça va être de limiter la sédentarité, d'augmenter l'activité physique et quelque part qui mange différemment. Logiquement, finalement, ça fait 3 paramètres, c'est pas très compliqué. La sédentarité, les comportements sédentaires, ça a un impact sur le métabolisme. Donc ça, c'est Nathalie Jourdan, à qui vous pourrez poser quelques questions si vous la recroisez. Finalement, il y a quelque chose qui est important que vous arriviez à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, votre journée, je ne sais pas comment elle s'est comportée, mais en tout cas la mienne, finalement, j'ai pas une dépense. J'ai fait beaucoup de choses depuis ce matin. J'ai pas une grosse dépense énergétique. Et j'ai plutôt eu des comportements sédentaires. Je me suis levé, j'ai pas fait une activité aérobie parce que j'ai travaillé au cabinet et que vous n'êtes pas dans une activité aérobie, vous dépensez de l'énergie, mais vous n'êtes pas dans une activité aérobie qui va dépenser de l'énergie dans un cabinet de kiné. J'ai pris ma voiture, je me suis assis pour manger ce midi, j'ai repris ma voiture pour venir vous voir, je suis toujours assis, j'aurais fait une journée de 12 heures et en fait, j'aurais absolument pas développé une activité qui va susciter une dépense énergétique dans la journée. Et vous non plus, je pense pas. Finalement, ma plus grosse activité, ça aurait été de monter les 3 étages de la journée, donc j'ai pas dépensé d'activité. Donc j'ai une journée pleine, j'ai généré du stress, mais j'ai pas généré une activité. Alors je sais pas si vous avez une idée de ce qu'est une activité bénéfique pour la journée, pour une personne. Vous savez à peu près ce qu'il faudrait faire ? Une activité aérobie qui serait efficace pour la santé. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous pouvez proposer à un patient ? Ouais, alors on part effectivement de 30 minutes de marche. En fait, on sait aujourd'hui que si vous marchez 15 minutes par jour, linéaire, sans vous arrêter à un pas moyen, globalement, vous avez une amélioration nette des valeurs cardiovasculaires. Mais personne ne marche un quart d'heure par jour sans s'arrêter. Enfin, pas beaucoup. Pardon, Dorine. Mais pas beaucoup de gens marchent un quart d'heure sans s'arrêter à un pas. Donc, ce qui est important... Donc vous avez des gens qui sont complètement sédentaires, ça c'est ceux qui font rien, okay, et vous avez des gens qui ont des comportements sédentaires, et c'est les comportements les plus à risque. Et vous avez les gens qui font beaucoup de sport. D'accord ? Donc ça c'est important dans votre bilan d'essayer de savoir où vous posez votre patient dans le curseur, pour ensuite globalement l'aider.
L'inactivité ne veut pas dire la sédentarité, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. La sédentarité devient un facteur de risque quand on est globalement assis plus de 7 heures par jour, que on a effectivement pas d'activité aérobie. Alors c'est un véritable facteur de risque parce que notamment vous développez des pathologies type diabète de type 2. Ça c'est le gros problème qu'ils ont dans les pays modernes, et notamment c'est pour ça que vous voyez de plus en plus, notamment dans les pays anglo-saxons et même en France maintenant, en fait les entreprises qui intègrent des salles de sport dans leur propre entreprise, ou tout ce que vous pouvez voir à la télé, les fauteuils qui bougent, les bureaux avec pour que les gens pédalent en même temps qu'ils travaillent, voilà. Donc ça c'est des vraies données aujourd'hui qu'il faut prendre en compte. On dit qu'il faut avoir une période assise interrompue de plus... Enfin, qu'il faut interrompre... c'est comme en voiture, il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Il faut marcher entre 2 à 3 minutes, ça suffit. Ça, c'est pas vrai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pour que vous ayez une marche qui soit efficace de 2-3 minutes, il faut que vous ayez un métabolisme de base qui soit globalement réactif à ces 2-3 minutes. Et comme on a une société qui est de plus en plus sédentaire, une jeunesse qui est de plus en plus sédentaire, finalement, il y a des patterns moteurs qui n'existent pas. Et donc finalement, quand vous faites marcher les gens, les 2-3 minutes sont déjà un effort de résistance plutôt que d'être un effort aérobie. C'est la grosse problématique quand vous voyez en fait au niveau des informations qu'on vous dit qu'on a une angoisse parce que notre jeunesse finalement est de plus en plus sédentaire et que vous avez un impact notamment du surpoids au niveau de la jeunesse. Si vous ne créez pas les patterns moteurs, c'est-à-dire l'éducation à faire quelque chose, c'est pas l'adulte qui globalement les développera. Ou alors il faudra faire aussi un travail d'autant plus important. Ce qui veut dire que dans notre société, on va finalement se retrouver dans la noblesse de notre métier, c'est-à-dire on va devoir rééduquer des gens à faire des choses aussi basiques que marcher. Parce qu'ils ne marchent pas. Ou courir. Parce que par exemple à l'école on court plus. Si vous regardez, bon vous n'êtes pas encore en âge d'avoir des enfants, mais vous verrez, le programme d'activité physique à l'école favorise plutôt les comportements sédentaires. Même s'ils font du sport. Donc il y a un vrai travail de rééducation et d'éducation, et donc il sera important quand vous aurez ces patients en bilan, de savoir à peu près où ils en sont dans leur histoire. Dans leur histoire du mouvement. Qu'est-ce qu'ils sont réellement en capacité de faire. Sinon à chaque fois que vous allez leur faire quelque chose, s'ils sont en échec, ils ne voudront plus le faire. Donc un petit slide pour illustrer ça. Vous avez finalement, et donc le contexte aussi finalement de dépenses énergétiques, hein, c'est une étude qui a été faite en Angleterre sur les personnes qui travaillent dans les bus. Et ben vous voyez que le risque de pathologie pour un chauffeur de bus est beaucoup plus importante que pour un contrôleur, parce que finalement le contrôleur va dépenser une activité, une énergie et développer des qualités physiques plus importantes que celui qui est assis toute la journée. Les risques de la sédentarité, accident vasculaire cérébral augmenté, infarctus du myocarde augmenté, risque de diabète augmenté, hypertension artérielle et cancer, et notamment le cancer du sein, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis quelques mois maintenant. Donc plus vous allez aider les gens à les faire bouger, et mieux c'est. Vous vous en rendez pas compte, mais on a de plus en plus d'enfants maintenant dans les cabinets. Voilà, Camille, vous voulez faire les enfants, voilà. Vous savez pas à quel point il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui dans les cabinets et d'enfants adolescents qui ont des douleurs musculo-squelettiques. C'est en recrudescence parce que finalement, les enfants ont des comportements sédentaires, que pour lutter contre ces comportements sédentaires, on leur fait faire des activités physiques, donc ils sont assis toute la journée, le soir ils ont sport, de 18h à 20h, ils sont fatigués, et en fait ils développent des pathologies musculo-squelettiques parce qu'en fait c'est pas cohérent. Il vaudrait mieux avoir une activité linéaire plutôt que des activités coup de poing. Voilà. Alors il vaut mieux avoir des activités coup de poing que rien, bien sûr, mais à un moment donné, pourquoi ? Parce que on s'inquiète de aujourd'hui de les faire aller de l'école jusqu'aux maisons, parce qu'il y a plus de voitures, plus d'insécurité, voilà, il y a toute une multitude de choses qui font il y a les comportements, les écoles sont plus loin, enfin il y a toute une modification qui fait que même au niveau de la jeunesse aujourd'hui, vous développez plutôt des comportements sédentaires que des enfants qui sont actifs de manière linéaire. Et donc ça, fatalement, on va le retrouver. Il y a des courbes aujourd'hui qui montrent bien que cette problématique-là, on va la retrouver dans 20 ans. Et que dans 20 ans, on va être en face d'un certain nombre de problèmes si globalement on ne réagit pas. Finalement, mais il faut rester très positif parce que moi je crois profondément à l'avenir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste, et notamment, d'autant plus à ce qu'on va faire, puisque 90 000 kinés sur le territoire, on est le seul pays aujourd'hui moderne à proposer autant de personnes motivées à rééduquer ou à conduire les gens ou accompagner les gens dans le mouvement. Donc on va retrouver la noblesse de notre métier.
L'alimentation n'explique pas tout. Ben voilà, cette petite courbe, elle vous montre que globalement, en fait, ben, vous voyez que à une certaine époque, ben, finalement, il y avait un apport énergétique et un apport lipidique qui est diminué. D'accord. Et vu quand on passe dans la sédentarité, ben, vous voyez que finalement, on augmente le poids, donc il faut faire bouger les gens. Vous diminuez, on a amélioré finalement notre alimentation avec le temps, mais comme on a diminué notre activité, et ben finalement, on prend du poids. Donc c'est bien nos comportements qu'il faut changer. Le problème de changer de comportement, c'est qu'il faut savoir pourquoi on va changer de comportement. Il faut déjà que les gens arrivent à trouver un sens. Vous ne ferez pas maigrir quelqu'un qui a pas envie de maigrir. Voilà, donc il faut déjà qu'il sache pourquoi il veut maigrir. Alors, être en bonne santé, oui, mais je suis pas sûr que ce soit voilà. Et puis, dire, si tu fais pas de sport, si tu maigris pas, tu vas être malade. C'est pas un discours très positif. Hein. Voilà, il faut peut-être essayer de trouver autre chose qui va faire que il va avoir envie d'aller d'un point A à un point B, et que parce qu'il va avoir envie de faire ce parcours, il va notamment perdre du poids. Donc c'est hyper important d'essayer d'avoir un discours le plus positif, parce que si la personne vient nous voir, c'est qu'elle a besoin d'être aidée. Donc il faut essayer de rester... Vous savez, nous on sait, puisqu'on est les professionnels de santé, ce à quoi ça veut conduire, on n'est pas obligé de lui marteler toute la journée. Se comprendre, s'accepter, je fais une parenthèse, j'ai croisé une dame absolument délicieuse samedi, qui s'appelle Hélène Lemaire, qui est diététicienne. Je pense que c'est la diététicienne que je rêvais de rencontrer, et j'ai compris ce que c'était que de manger en pleine conscience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois un truc très simple. Manger en pleine conscience, c'est vous êtes assis, vous êtes en train de manger, et en fait, vous savez parfaitement ce que vous mangez. Là, vous êtes assis, vous êtes en train d'écouter mon cours, et en fait, il faudrait que vous arriviez à vous concentrer qu'à une seule chose, c'est ce que je suis en train de vous dire, sans que votre esprit parte dans d'autres chemins que uniquement ce que je suis en train de vous dire, sachant que vous avez décidé de le faire. C'est pas, je suis pas en train de vous laver le cerveau. C'est juste que vous avez décidé. Et si vous essayez juste de faire ça pendant quelques minutes, vous allez voir ô combien c'est compliqué. Et donc c'est très très compliqué. Cette petite phrase, se comprendre, se connaître, s'accepter, c'est-à-dire être en pleine conscience de ce qu'on est, c'est à la fois très simple, mais c'est à la fois excessivement compliqué. J'ai vu un monsieur hier qui est venu nous voir pour lombalgie chronique. Et en fait, j'ai fait le bilan un peu classique que je vous ai appris. Et en fait, ce type, quand il s'est déshabillé devant nous, enfin devant moi, puisque pour le massage, il avait le ventre, il était presque en hypopressif. Et il y avait un tout petit pli cutané, avec un type avec des muscles partout, sauf là. Je lui dis, mais pourquoi vous rentrez devant tout le temps, vous acceptez pas votre physique? Franchement, mesdames, ce type est absolument charmant. Sauf qu'il a perdu 40 kilos. Et que dans sa tête, il a toujours 40 kilos de plus. Or que, je vous assure, je le mettrai là, torse nu, je vous défie de savoir qu'il a perdu ce poids-là. Donc lui, se comprendre, se connaître, s'accepter, ben il n'y est pas. Et donc, tout doucement, et donc lui aujourd'hui, il est en train de rentrer dans ces... Donc lui, il y a des facteurs de chronicité, et comme il y a des facteurs de chronicité, et que quelque part il se sent pas bien, il n'ose pas rentrer dans une salle de sport, donc il vient nous voir, et en fait il est lombalgique. Et comme effectivement... Par le bilan, par la palpation du muscle, j'avais été assez étonné de cette texture musculaire. C'est pour ça que je lui ai posé cette question derrière, parce que effectivement, quand vous avez des antécédents de maladies inflammatoires, parce que l'obésité est une maladie inflammatoire, la texture du muscle n'est pas exactement la même que si vous n'avez pas un fond inflammatoire. Donc dans vos stages, si vous avez des patients qui ont des pathologies type inflammatoire, vous verrez que la texture du muscle, même sur quelqu'un qui va bien, n'est pas exactement la même que sur quelqu'un qui n'a pas un fond inflammatoire. Le muscle est un petit peu plus dur, un petit peu plus raide, et son relâchement après une contraction est un petit peu plus lent. La souplesse n'est pas exactement la même. S'écouter, se regarder, se respecter, prendre du temps pour soi, se trouver de la valeur, ça c'est un joli mot, mais c'est tout ce que je viens de vous faire dire. Et accepter de se faire aider. Ce qui veut dire aussi qu'il faut parfois expliquer à l'environnement que aider les gens, c'est pas les nurser. Mais que aider les gens, c'est pas non plus les culpabiliser. Vous avez vu, vous avez tout ça à faire. Donc ce qui veut dire qu'on parle la première chose à laquelle vous devez parler, c'est à un muscle qui s'appelle le cerveau. Donc j'espère que vous serez là à cette soirée. Le 19 mars, il y a un EPK sur la douleur.
C'est un jeudi 2020. En fait, il y a le professeur Bredeau et un monsieur dont je vous ai déjà peut-être un petit peu parlé, qui s'appelle Laurent Rousseau, qui est un confrère, qui est un kiné, qui travaille dans la Sarthe, qui vont venir et à qui j'ai demandé de venir vous exposer la douleur, la prise en charge de la douleur, pour que vous n'ayez pas peur de la douleur, pour que vous compreniez que c'est un allié à notre thérapeutique. Il ne faut pas qu'il faut faire mal aux gens, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, elle ne doit pas vous freiner, vous devez mieux la comprendre et mieux comprendre où elle se situe pour mieux globalement pouvoir la prendre en charge, pour aider ces gens-là, parce que tout est douloureux chez ces gens-là, il n'y a pas que le corps. Donc, attention, parce que être en surpoids, c'est aussi dangereux que d'être maigre. Parce que là, je vous fais un cours sur l'obésité, mais quelquefois, on a aussi des anorexiques. Et pour ceux qui vont travailler, par exemple, ou qui vont pas être très loin de personnes qui sont suivies notamment en douleur périnéale ou en douleur pelvienne, il y a beaucoup de problématiques de maigreur dans les problématiques de douleur pelvienne et de douleur périnéale. Donc, important d'eux. Et dans les deux cas, en fait, il y a des risques importants pour la santé qui peuvent conduire à la mort. Donc, l'obésité, c'est une épidémie aujourd'hui. 1,9 milliard de personnes en surpoids, et les données en fait de l'OMS, c'est de doubler en fait quasiment cette valeur dans les 50 années à venir, ce qui est énorme. Ça veut dire la moitié de la population. Ça fait beaucoup. Mais par contre, vous avez aussi 800 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et aussi de dénutrition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez que finalement, la chirurgie, c'est pas une solution. Qu'actuellement, on travaille en fait sur un certain nombre de médicaments. La recherche travaille, mais pour avoir une action au niveau globalement du cerveau. Et que finalement, l'outil qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens modifient leur comportement, tant alimentaire que physique. Donc, il y a un gros travail d'explication et de réussite. Bon, ça c'est un petit modèle que vous devez... Ce slide-là n'est pas de moi, il est du professeur Bredeau, donc je le remercie. D'ailleurs, tous les slides que vous avez là sont les slides des gens qui sont intervenus, donc j'en profite pour les remercier. Donc vous voyez que finalement, le modèle de la pathologie chronique, le fameux cercle de Vernalen dont je vous parlais dans la lombalgie chronique, se retrouve dans l'obésité. Ce sont des modèles qui sont équivalents. C'est-à-dire que vous êtes face à des douloureux chroniques qui peuvent en plus avoir des douleurs aiguës. Et donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et ce qui fait que vous allez fatalement, et c'est d'autant plus vrai si vous prenez des gens en surpoids, c'est que vous serez confronté à un moment donné à les motiver pour sortir du cercle vicieux dans lequel ils sont installés, et à les aider à avoir cette motivation nécessaire pour aller voir ce qu'on appelle de l'autre côté du mur. Donc, si vous avez croisé Annie Contiro, c'est quelque chose dont elle vous a peut-être parlé. Ou pas du tout. Non ? Pas trop ? Elle vous a parlé un petit peu de son histoire, de son tour de vélo ou pas ? Parce que le tour de vélo, il y a un moment donné, c'est ça, c'est le mur. Elle vous en a parlé de ce moment ou pas du tout ? Oui, non, peut-être. En fait, elle est en bas d'une butte le 4e jour. Et en fait, on lui explique que si elle veut, elle peut ne pas passer la butte. Elle vous a pas raconté cette histoire ? Donc Annie Contiro, donc je la repositionne dans le contexte, elle a perdu 200 kilos. Et en fait, à un moment donné, pour matérialiser un certain nombre de choses, elle a décidé de traverser l'Occitanie en vélo sur une semaine. Et pour ça, elle a fait une préparation de X semaines. Elle l'a fait avec un préparateur physique qui s'appelle Jonathan Dumazer, que vous avez peut-être rencontré. Et elle était accompagnée par une de mes collaboratrices la semaine où elle a fait ce défi. Donc elle faisait 80 km de vélo par jour pour relier Nîmes à Toulouse. Et donc aux 2 tiers du parcours, donc vous imaginez cette personne qui s'est préparée pour tout ça, voilà, c'était son défi. La fatigue, on est au 3e jour. La fatigue, le vent, le froid, la solitude, la pleine conscience, parce que là sur ton vélo c'est bien le premier jour, parce que le premier jour on était 70 à faire la première étape avec elle, Nîmes-Montpellier, mais après on lui a dit au revoir et puis après elle était toute seule quoi. Et puis le soir elle portait un message, voilà. Et à un moment donné, elle est en pleine conscience. Et puis elle s'arrête, elle en peut plus, elle est fatiguée, et là, tout explose. Et moi, je l'ai au téléphone et je lui dis, il faut que tu passes la butte. Il restait 2 km pour aller au bout de l'étape. Et en fait, elle était en bas de cette butte, et elle était en train de me dire, oui, mais toute ma vie, on m'a dit que ce que je devais faire, et je lui dis, mais concrètement, tu veux faire quoi alors ? Parce que tu es en train de me dire que... Enfin, j'étais au téléphone à l'autre bout, parce que c'est...
Je lui dis, mais concrètement, tu veux faire quoi? Elle me dit, je veux monter la butte, mais on me dit de pas le faire. Et je lui dis, avec le caractère que tu as, pourquoi tu la montes pas cette butte alors? En fait, elle la montait pas cette butte parce que derrière la butte, il y avait son avenir. Quand tu es en haut de la butte, il y a quoi derrière la butte? Ce que tu vas y mettre. Et donc je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, si tu veux pas monter la butte, la monte pas. Mais si tu ne montes pas la butte, tu peux pas aller jusqu'à Toulouse. Parce que derrière cette butte, il y a ce que tu vas y mettre. Il y a la fin de ton histoire, il y a la fin de ton obésité, il y a le début de ton autre vie. Et je vous assure, c'est très symbolique, et si vous la recroisez, vous pourrez en discuter avec elle. Et tout est sur son profil Facebook, donc c'est une histoire que vous pouvez aller voir, parce qu'elle a ses témoignages sont sur son profil Facebook. Et en fait, elle a monté cette butte. Et finalement, qu'est-ce qu'il y avait derrière la butte? Il n'y avait rien. Sauf que depuis, elle y a mis plein de choses. Et elle a été au bout de son histoire parce qu'elle a vu qu'elle pouvait le faire, mais en fait, elle le faisait plus parce qu'elle était présidente du poids du partage, elle le faisait plus parce qu'elle voulait porter un message. Elle l'a juste fait pour elle. Sauf qu'à ce moment-là, nous, kinésithérapeutes, notre rôle, c'est pas de lui dire de monter la butte. Nous, c'est juste de lui dire, tu fais bien ce que tu veux. Tu peux la monter, en tout cas. Par contre, si tu ne la montes pas, la butte, tu vas rester dans ce cercle-là. C'est-à-dire, voilà, t'as ta douleur, t'as pas de victoire. Voilà. Par contre, gagner, ça peut être aussi une souffrance. D'ailleurs, regardez à quel point les gens qui gagnent sont épuisés. Même dans le sport. Regardez les émotions de la victoire. Parce que c'est difficile. Parce qu'une fois que tu as gagné, t'es tout seul. Et tu vas bien y mettre la suite de ton aventure. Donc, accompagner quelqu'un dans la victoire, c'est aussi très important. Et nous, on n'est pas des psychologues, on va le faire par le corps. Et donc, pour ça, il faut que les gens aient de la réserve. Physique et émotionnelle. Je parle de cette histoire parce que ça, c'est vraiment... Et en plus, vous avez quelqu'un avec laquelle vous pouvez témoigner, parce que si vous la lui demandez, elle vous le racontera, cette histoire, avec plaisir. Parce que, voilà, c'est quelque chose dont elle peut parler aujourd'hui. Et ça, c'est ce que toute personne atteinte de maladie chronique, ou en tout cas en obésité, toute personne sera confrontée à ce moment-là. Ma patiente que j'ai vue ce matin, je continue sur elle, qui veut perdre 10 kilos de plus, elle en a perdu 60, elle veut encore en perdre 10. Si elle vient nous voir aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a mal au genou. C'est parce qu'elle est là. Et qu'il faut elle a besoin d'un petit coup de main. Là, je ne sais pas comment on fait. Voilà. J'espère. Elle a besoin d'un petit coup de main pour passer globalement le mur. Voir ce qu'il y a de l'autre côté. Être en autonomie. Parce que l'histoire d'Annick, c'était être en autonomie. Cette phrase, quand elle dit « mais j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire », effectivement, si tu passes le mur, si tu remontes sur ce vélo et que tu fais ces 2 derniers kilomètres, tu auras bien décidé de ce que tu voulais faire. Et moi, je te dis, on te dit que tu t'es préparé pour ça et que donc tu peux le faire. C'est un des exemples de ce que peut être un kiné dans le suivi des pathologies. Et c'est pour ça que j'ai proposé à l'école d'organiser cette EPK sur la douleur chronique. Je pense qu'il y a des gens qui sont habilités à vous l'expliquer. Moi, je vous raconte une belle histoire, mais ces gens-là vont venir vous expliquer la physiopathologie de la douleur chronique et comment nous, on peut se positionner suffisamment cette douleur. D'abord, il faut la comprendre pour pouvoir mieux l'expliquer aux patients, pour pouvoir mieux se l'expliquer à nous, parce que là, on est aussi dans nos propres peurs. On est aussi dans notre zone de confort. Parfois, vos patients chroniques vont vous amener à sortir de votre zone de confort, et c'est pour ça que je vous expliquais, Camille, vous qui connaissez le cabinet, que parfois, il y a des gens qui ont aussi un peu envie de prendre un peu le large, parce que c'est difficile, c'est fatigant. Faut pas avoir honte de dire que c'est fatigant aussi pour nous. Donc, il y a une explication aussi à ça. Il y a de l'imagerie qui a été faite et qui est assez intéressante. C'est-à-dire que quand un patient a une douleur, en fait, une douleur sensitive, donc là, si je vous brûle, vous allez enlever la main, fatalement. Donc, vous allez avoir une réponse, vous allez avoir une information sensitive et une réponse motrice. Ce qui est intéressant dans ces images fonctionnelles, c'est que si vous enlevez la douleur, vous enlevez la sensation de la douleur, le système moteur, lui, reste préactivé et vigilant pendant autant de temps que vous avez eu mal. Donc vous imaginez quelqu'un qui est en souffrance chronique pendant 6 mois. C'est pour ça que notamment le professeur Duperron vous dit attention, il y a rechute possible pendant 1 an. C'est qu'en fait, le corps reste, lui, vigilant pendant au moins 6 à 8 mois derrière. Il peut se remettre exactement dans la même situation où vous l'avez laissé. Dans
les 6 mois à 1 an qui suivent. D'où la notion de suivi. D'où la notion d'accompagnement. Et pas la notion de... Alors ça, c'est très compliqué. C'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Et ça, c'est très très compliqué parce que dans l'aigu, c'est facile. Bah, dès que vous avez les amplitudes, la fonction, puis de toute façon, les gens s'arrêtent. Mais dans le chronique, les gens se sont habitués. Les gens ont besoin. On est aussi une truc. Et donc, dire à des gens qu'on va les arrêter, c'est très compliqué. Donc, pensez bien à une chose. Une bonne prise en charge dans la maladie chronique, c'est une prise en charge qui s'arrête. Ce qui veut dire qu'il faut que nous aussi, on s'entraîne à dire, à arrêter nos patients. Vous savez, c'est nos patients. Bah non, en fait, on est leur kiné, mais en fait, c'est pas nos patients. Et en fait, dans la chronicité, il faut les amener vers autre chose, donc on est un outil à leur autonomie. L'autonomie veut dire qu'à un moment donné, ils sont en pleine conscience de savoir que la solution, c'est eux et pas nous. Mais par contre, comme c'est chronique, il faut aussi savoir leur expliquer qu'ils ont besoin de revenir nous voir, mais que revenir nous voir, c'est pas un traitement qui continue. On arrête un traitement et on fait un suivi, c'est pas la même chose. Et il faut être en capacité de leur expliquer sans les affoler et sans les inquiéter, parce que sinon, les premiers slides que je vous expliquais, vous allez les repositionner et leur recréer du doute. Donc, si vous prenez par exemple un patient en surpoids, qui a perdu même beaucoup de kilos, il reste quand même une quantité d'adipocytes, il reste en fait des tissus qui sont relativement acides, et donc le fait de les voir 2-3 fois par an pour faire un bilan, qui sera l'objet de la dernière partie du cours, ce fameux bilan kiné des activités physiques adaptées du suivi d'un maladie chronique, ça reste un bilan comme vous allez faire un bilan chez le docteur cardiovasculaire. Vous allez faire un suivi, de temps en temps vous allez faire un petit suivi pour voir si tout va bien. D'accord ? Mais dans la première année où votre patient, vous l'avez amené à passer ce mur, sachez qu'il est en fragilité potentielle pendant un certain laps de temps que vous aurez évalué avec l'expérience et à travers des bilans. Et ça, c'est important. Et d'autant plus chez les patients qui sont devenus chroniques à la suite d'un moment aigu. C'est important au moment de votre bilan d'évaluer le temps réellement aigu pour votre patient, sachant qu'il est toujours en latence pendant autant de temps après la douleur. C'est bon, vous avez compris ça? Parce que ça, c'est super important. C'est bon? Ça va? Bon, on vient un peu dans notre métier, parce que là, on a beaucoup parlé de comportement et de cerveau, mais là, on vient dans notre métier. La charnière thoracolombaire. Donc, vous vous rappelez que c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai un peu insisté, d'autant plus au niveau de l'obésité. Essayez de l'imaginer, cette charnière thoracolombaire, essayez de la regarder, essayez de la visualiser. C'est une zone qui est importante parce qu'elle est le carrefour d'une multitude de contraintes énergétiques, mécaniques, émotionnelles. Alors, mécanique, c'est une charnière mécanique. La charnière thoracolombaire, c'est la dissociation des ceintures, c'est la rotation au niveau du tronc. C'est ce que j'appelle mécanique. Émotionnel, je vais vous parler du diaphragme. Les piliers du diaphragme démarrent à cet endroit-là, ils descendent. Et le diaphragme, c'est le muscle par essence des émotions. C'est le muscle que vous allez contrôler. La sophrologie, l'hypnose, la cohérence cardiaque. C'est la porte d'entrée que vous avez avec le système sympathique-parasympathique, c'est-à-dire le système des émotions. Très souvent, ce que vous voulez chercher à avoir, c'est une normotonie de ce diaphragme. Également au niveau de sa course. Voilà, vous cherchez à ce que globalement on soit à peu près à l'équilibre. Si vous êtes à l'équilibre, globalement vous êtes bien. Donc vous n'êtes pas ni en hypo ni en hyper. Vous êtes dans une position où vous êtes détendu. Voilà. Et quelque part, l'objet c'est d'essayer, sachant qu'en général, quand vous êtes en surpoids, vous êtes en hyper de quelque chose ou en hypo de quelque chose. L'angoisse c'est de l'hypo et la suractivité c'est de l'hyper. Vous verrez que ces patients-là sont jamais globalement à l'équilibre, ils n'arrivent jamais zen. C'est toujours des up and down en termes émotionnels. D'accord. Et énergétique, pourquoi? Parce que vous avez notamment une structure anatomique qui s'appelle le ligament de Treitz, qui s'insère sur D12, qui tient le duodénum. Et si vous avez, en général, dans l'obésité, vous avez des inflammations du tube digestif, donc vous avez une augmentation, du volume, du duodénum, donc ça tire sur le ligament de Treitz, qui vient bloquer, cette charnière thoracolombaire, parce que vous avez, une traction vers l'avant, et très souvent, ces patients. Donc c'est vrai que j'avais demandé à cette consoeur de travailler sur cette charnière, parce que c'est très facile pour n'importe quel kiné d'aller palper, cette charnière. Et vous apercevrez que plus votre patient va mieux sur l'ensemble de ses composantes, et plus cette zone-là, se détend, retrouve de la mobilité. C'est une véritable zone de bilan très intéressante. Donc,
Acteur de reflet du bon fonctionnement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça, c'est l'anatomie est vivante. Ben, c'est finalement toutes les relations que vous pouvez retrouver autour de cette zone-là. Donc là, je vous laisserai regarder, mais c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Sachant qu'effectivement, vous avez tout le système sympathique parasympathique, hein, parce qu'on parle souvent, finalement, dans toutes ces années, quand je vous ai parlé, on parle effectivement de la sortie des nerfs, des sorties rachidiennes, mais vous avez tout le système sympathique parasympathique qui est collé en fait à notre tronc, hein, notre système axial. Et donc fatalement, cette mobilité aussi du tronc qui est perdue chez le patient obèse, parce que vous observerez que le patient obèse en fait n'a très peu de mouvement et de dissociation et de latéralité et antéro-postérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tomber, il ne veut pas sortir de sa base de sustentation. Donc c'est quelqu'un qui marche en étant très figé. Et donc toute cette motilité, toute cette mobilité segmentaire, ben, en fait il ne l'a pas. Et donc ce sera intéressant pour vous de lui faire retrouver. Et une des zones de palpation et d'évaluation facile sur le plan fonctionnel, c'est la charnière thoracolombaire. Je vous ramène en fait à l'étoile de Meigne, si ça vous parle. Sachant que la principale dysfonction fonctionnelle de la charnière thoracolombaire est le syndrome de Meigne, qui, je vous rappelle, c'est une douleur à la palpation de la zone, plus une projection sensitive qui en général est au niveau du creux inguinal, partie latérale juste au-dessus du grand trochanter dans la zone du petit fessier, et douleur sacroiliaque. Si vous avez ces 3 points-là, vous êtes sûr, plus la palpation, vous êtes sûr que vous avez une souffrance de la charnière thoracolombaire. Souvent, vous n'avez pas ces 3 points, bien sûr. Vous en avez qu'un. C'est un sujet que j'avais posé l'année dernière à l'écrit, ça. Sur le cours sur l'obésité, le syndrome de la charnière thoracolombaire. Et l'intérêt de son évaluation. Et donc fatalement, quand vous faites respirer correctement des patients souvent en surpoids, ils ont des douleurs entre les omoplates ou ils ont des douleurs au niveau du dos à cet endroit-là, ben en fait c'est quoi? C'est une mobilisation de cette charnière thoracolombaire. Et parfois vous avez aussi des douleurs périnéales. N'oubliez pas de demander aussi à vos patientes, aux patients et aux patientes d'ailleurs au moment du bilan, s'ils n'ont pas des problématiques avec des fuites à l'effort ou éventuellement des douleurs périnéales qui peuvent être aussi pas des problématiques de névralgie pudendale, mais des problématiques de douleurs projetées de la charnière thoracolombaire. Donc bah, vous lirez, hein, voilà, elle vous a mis quelques idées de traitement. Vous voyez que là on reparle encore de l'innervation réciproque de Sherrington. Comme quoi j'ai pas inventé grand chose. Le renforcement, la souplesse, hein, la proprioception. Le travail sur l'iMove pour ces patients-là, c'est très intéressant. Ou le Uber pour ceux qui en ont vu dans d'autres. Voilà. Mais en tout cas, les plateformes dynamiques, c'est très intéressant parce que c'est pas des gens qui sont faciles à mobiliser. Hein, donc, ça, on est en 2020, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le massage, les étirements, le travail de respiration. Et fatalement, si vous emmenez cette charnière, vous emmènerez tout le reste avec vous. Hein. La chirurgie. Alors, la chirurgie. Je vous en parle un petit peu. Je ne sais pas si vous avez eu des cours sur ça ou pas du tout. Vaguement. Bon, je vous fais un peu la chirurgie pour les nuls. Comorbidité susceptible d'être améliorée par la chirurgie. Qu'est-ce que vous savez globalement de la chirurgie? Est-ce que c'est quelque chose que... Là, comme ça, parce que je ne vois pas les autres derrière, mais à main levée, vous êtes pour, vous êtes contre? Bah déjà, qui est contre? Qui est contre? Là, comme ça. Qui trouve que c'est complètement idiot? Qui sait en fait à quoi ça sert la chirurgie? Par exemple, moi j'étais complètement contre. Je trouvais ça complètement... je trouvais pas ça bien parce que je comprenais pas en fait à quoi ça servait. À quoi ça sert concrètement la chirurgie? Non, d'une chirurgie bariatrique en général. Ouais, perdre du poids. Ouais. Complètement. Mais pour vous, c'est quoi la chirurgie bariatrique? D'accord, c'est la chirurgie de la dernière chance. Moi, ça a enclenché la perte de poids, donner un coup de pouce un peu au patient pour enclencher sa perte de poids et qu'après, il se trouve les moyens de la maintenir et de la... Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me disiez? Il y a déjà une perte de poids avant. Voilà, il y a une prise de conscience qui doit être faite avant l'intervention. D'accord. Ok. Alors, je vais orienter ces slides-là
je vais vous montrer ce que c'est, des images simples, hein, et ces slides-là appartiennent à l'équipe du professeur Noka. En fait, j'avais pas compris la chirurgie bariatrique au départ parce que justement, j'étais un peu en opposition je trouvais ça finalement assez cher payé, le fait de couper juste un estomac avec tout ce qui se passait derrière, notamment en traitements médicaux associés. Parce qu'une fois qu'on vous a quand même enlevé l'estomac, toute votre vie, vous avez quand même beaucoup de choses à apprendre et tout. Effectivement, j'ai compris que c'était aussi parfois, et Annie qui en est bien l'exemple typique, que c'était aussi la chirurgie de la dernière chance parce que quand vous faites 300 kilos, s'il n'y a pas de chirurgie, de toute façon, ça ne marchera pas. Il faut qu'à un moment donné, on modifie votre métabolisme pour que vous perdiez du poids. Où j'ai mieux compris en préparant ces journées l'année dernière, c'est qu'en fait, il y a surtout, et puis j'ai été voir une chirurgie bariatrique, et puis j'ai aussi fait un peu de dissection. En fait, plus important que la chirurgie bariatrique, c'est qu'en fait, les chirurgiens dégraissent les organes. Parce que l'ensemble des organes qui est naturellement protégé, capitonné par une pellicule adipeuse qui nous protège des chocs, enfin voilà, il y a un véritable rôle de protéger en fait nos organes par une pellicule de graisse, en fait se développe tellement dans l'obésité que nos organes ne peuvent plus fonctionner. Et c'est important que vous ayez ça à l'esprit parce que une fois que vous avez été opéré de chirurgie bariatrique, très souvent la problématique derrière c'est les brides et les fistules, le fait que ça se déchire à l'intérieur, parce que finalement tout ça a été globalement nettoyé et donc doit cicatriser. Et donc il y a un travail hyper important en post-chirurgie bariatrique du kinésithérapeute. Bouger, oui. Mobilisé par la respiration. Et à un moment donné, il faudra aussi travailler l'abdomen de ces patientes. Parce qu'il y a les cicatrices que vous voyez, mais de toute façon maintenant c'est beaucoup fait par Célio, et il y a toutes les cicatrices qu'il y a dedans, et qui elles sont des facteurs limitants, parfois, au bon fonctionnement derrière, et au bon même résultat globalement d'une chirurgie bariatrique. Indépendamment que la chirurgie ne modifie pas le comportement des gens. C'est pas parce que vous allez les opérer que là-haut, ils vont changer leur comportement, et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont opérés qui malheureusement ne maigrissent pas parce qu'à un moment donné le cerveau reprend la main et le métabolisme globalement s'adapte. Et ça je l'avais aussi compris, la force du cerveau, puisque je reviens sur l'histoire d'Annie quand une fois qu'elle avait passé sa butte. Si vous allez sur son profil Facebook, vous verrez que cette nuit-là elle avait mis un certain nombre, mais vous verrez j'ai une petite photo qui montre. On avait l'impression qu'elle était complètement desséchée et qu'elle pourrait même pas se relever le lendemain matin. D'ailleurs on a été très inquiets cette nuit-là. Et en fait, le lendemain matin, quand elle s'est levée et qu'on l'a vue en photo, on s'est dit, mais c'est pas possible, on a l'impression que c'était pas la même femme. Dans la nuit, globalement, elle s'était. Voilà. Donc parfois, la puissance de la motivation a des impacts quand même relativement importants sur notre mode de fonctionnement. Donc la chirurgie ne modifiera pas le comportement. La chirurgie, par contre, permettra de survivre. Ça, c'est sûr. La chirurgie est un outil, mais n'est en aucun cas un traitement. Et derrière, il faudra que les gens arrivent à se traiter. Par contre, gardez en mémoire tout le travail qui va enlever toute cette graisse qu'il y a autour des organes, en plus des techniques que vont être l'anneau gastrique, que vont être une sleeve par réduction du volume de l'estomac, que vont être un bypass, c'est-à-dire qu'en fait on chinte en fait l'intestin grêle, autres techniques diverses et variées. Voilà, la chirurgie et la perte de poids, sauf que effectivement il y a une perte de poids relativement importante. Et l'objectif, c'est d'avoir à peu près 50% du poids à 2 ans. Une préparation à la chirurgie, l'idée, c'est d'essayer de stimuler le métabolisme de base avant la chirurgie le mieux que vous pouvez, c'est-à-dire avoir un travail sur la musculature profonde, sur les muscles antigravitaires, sur les muscles proprioceptifs pour stimuler quelque chose, pour pouvoir que derrière, en fait, avoir d'emblée une efficacité de la chirurgie bariatrique. Après la chirurgie, l'idée c'est effectivement une perte de poids, de faire un travail cardiovasculaire important, de travailler sur la respiration, de favoriser l'augmentation en fait des activités dites aérobie et d'endurance, d'éviter les troubles respiratoires et surtout avoir un véritable suivi au niveau psychologique parce qu'il y a des modifications structurelles qui sont importantes et quelquefois les gens ne les supportent pas. Mais gardez en mémoire vraiment aussi tout le travail qu'il y a à côté de cette chirurgie, à côté de cette réduction,
et tout ce travail qu'il y a finalement dans l'abdomen et qui va devoir cicatriser, et toute cette mobilité, tout ce massage abdominal, toute cette palpation abdominale que vous devrez savoir faire pour voir s'il y a à un moment donné, il y a au niveau de l'abdomen des douleurs en fait liées à la palpation de certains organes et qu'on pourra aussi de manière directe ou indirecte travailler. La peau, c'est un sujet qui me tient à cœur. Être bien dans sa peau, c'est s'accepter, s'aimer, offrir son visage au souffle du vent. C'est pas de moi. C'est Marc Massiot qui m'avait fait cette partie-là pour le 18, en 2018. Mais la peau, c'est la première chose qu'on voit. Le matin, quand on se lève, on se regarde dans la glace, c'est quand même... voilà. Quelquefois, on trouve qu'on a bonne mine, quelquefois, on trouve qu'on a mauvaise mine. Donc, fatalement, c'est l'élément qui est aussi au cœur de la motivation, avec l'estime de soi, avec ce que voient les autres. Ça vous rappelle votre histoire aussi, parce que quand vous avez été opéré, vous avez des cicatrices, et derrière, quelquefois, il y a de multiples opérations cutanées, parce qu'il y a les réductions de peau. Quelquefois, vous avez des patients qui ont jusqu'à 6 à 8 mètres de cicatrices sur le corps. Quand vous avez refait les bras, les jambes, l'abdominoplastie, un peu le visage. Il y a des gens, ils ont des cicatrices, voilà, les seins. Et en fait, toute cette peau, elle a souffert. Et il faut que vous la preniez en compte parce que c'est le premier organe proprioceptif du corps. C'est à la fois une protection, mais c'est aussi un échange. Et donc tout ça, ça a été complètement meurtri par l'histoire de la vie. Et donc, fatalement, il faudra que vous ayez une attention particulière par rapport à cet organe. Il faut aussi effectivement comprendre que voilà, être obèse, c'est exister autrement, attirer l'attention. Et donc, fatalement, à un moment donné, quand ces gens-là, ils vont avoir fait tout ça, tout ça, il va falloir qu'ils le modifient. Donc, la peau... l'organe le plus lourd et le plus étendu du corps, jusqu'à 10 kg, pour environ 2 mètres carrés chez l'adulte. Organe d'échange, relation avec le toucher, protection, fonction sensorielle, fonction proprioceptive, thermorégulation, régulation réflexe avec les organes profonds, régulation par les neuromédiateurs et les neurohormones. Donc vous voyez, elle fait tout ça, la peau. Donc finalement, elle a besoin d'être réparée. Une autre maladie chronique où la peau a besoin d'être réparée, c'est dans les traitements, notamment du cancer du sein. Et puis d'autres pathologies. L'idée, c'est que vous voyez cette peau un peu différente. Mais par exemple, c'est pareil. Si vous regardez des patients chroniques, des lombalgies chroniques, la peau, après, elle est en général un peu cartonnée, un peu sidérée. Voilà, il faut essayer de lui redonner toute cette fonction-là, parce que c'est important. Il y a tout ça dans la peau. Donc, il y a des fibroblastes, il y a des macrophages, des mastocytes, il y a tout le système lymphatique, il y a des fibres de collagène, des fibres d'élastine. Je vous ai mis ce petit schéma parce que vous allez être confronté assez rapidement à des choix de technologie. On sait encore une fois, on est en 2020, nos mains. Alors sans nos mains, une technologie, ça sert à rien. Voilà, l'intelligence thérapeutique, elle est dans nos mains. Votre histoire et votre réflexion, vos yeux, c'est vos mains. Et derrière, vous allez choisir. Mais parfois, vous allez choisir entre différentes technologies, des technologies mécaniques, des technologies électriques, de la radiofréquence, de la pressothérapie. Il faudra essayer de réfléchir sur quelles, finalement, cellules vous allez porter votre attention et pour quels résultats vous allez le faire. Et donc, en fonction des cellules que vous allez choisir, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes technologies. Et donc, la peau, en plus de tout ça, effectivement, par le système nerveux, vous allez chercher le système nerveux automatique et le système nerveux volontaire. Je vous pince, vous enlevez la main. Mais je vous pince, vous pouvez décider de garder la main. Et pourtant, j'aurais joué que sur la peau. D'accord. Donc, vous allez jouer sur pas mal de choses. Donc, la peau, c'est important. Alors, la peau, n'est pas un organe isolé, c'est ce que je viens de vous dire. Les connexions avec les terminaisons nerveuses, les cellules, les fibres sympathiques, on en revient, hein. La libération des neuromédiateurs, donc le système sympathique, parasympathique, les émotions, ce fameux, tout ça. Par exemple, ces patients, ils vont faire du sport pour la première fois, ils vont avoir chaud, ils vont transpirer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelquefois ils vont avoir la peau qui brûle, ils vont transpirer un peu trop, et tout ça, ça va être des facteurs de stress.
La peau, elle va changer de couleur aussi. Elle va vous donner des informations sur les émotions de vos patients. Donc il faut vraiment que vous la regardiez avec attention, surtout dans ce type de prise en charge. Et peut-être qu'il faudra que vous la traitiez aussi après les chirurgies, mais pas que. Elle est abîmée au niveau des pieds, au niveau des mains, mais au niveau des pieds, avec le surpoids, il y a beaucoup de peau morte. Donc quelquefois il faut les envoyer, ils se coupent pas les ongles parce qu'ils peuvent pas se baisser, parce qu'ils peuvent pas arriver jusque là. Donc cette peau elle est abîmée, donc quelquefois il faudra peut-être les envoyer chez les pédicures podologues, parce que si vous voulez optimiser le recrutement de la musculature par exemple profonde et du rachis, ben ce sera bien qu'ils aient des pieds qui vont bien. Donc il faudra regarder l'ensemble de ces articulations. La peau elle peut être abîmée effectivement avec des mycoses, avec des psoriasis, avec des varices et avec les hyperkératoses plantaires, c'est ce que je vous disais. Les plis. Alors évidemment la posture quand vous êtes en surpoids elle est complètement remaniée, mais quand vous êtes lombalgie chronique aussi, donc quand vous avez des pathologies, quand votre posture est complètement désharmonisée, donc évidemment la peau qui est un élément élastique elle s'adapte, surtout si ça dure depuis longtemps. Donc quelquefois quand vous modifiez la posture vous étirez ces plis et donc inconsciemment ou consciemment vous avez un impact sur l'idée que les gens se font d'un bon équilibre sagittal ou d'un bon mouvement. Donc il faut aussi savoir les regarder. Donc chez la femme, le plus souvent, vous aurez plutôt des femmes en hyperlordose, rétropulsion de la ceinture scapulaire avec des récurvatums de genoux. Donc là, on revient sur ce fameux bilan du Core Stability, j'y peux rien. Et chez les hommes, également l'hyperlordose, un peu moins marquée parce qu'en fait on est un peu moins souple et la mobilité du bassin n'est pas exactement la même. En fait, c'est pas tant une hyperlordose, à eux ils ont plutôt effectivement assez souvent des contraintes charrière thoracolombaire, et plus qu'une hyperlordose, ils ont une syphose avec un ventre prédominant, parce qu'en général vous verrez que les hommes et les femmes ça grossit pas de la même manière. Très souvent les hommes ont plutôt un surpoids abdominal et les femmes ont plutôt un surpoids petit bassin, hanches, genoux, épaules, bras par rapport aux hommes. C'est pas une généralité, mais c'est voilà. Et donc fatalement les adaptations posturales vont dépendre effectivement de cette localisation aussi de ces amas graisseux. Donc c'est aussi important de les regarder, ou si vous les prenez par exemple après une chirurgie, ou comme cette dame que j'ai vue là après moins 60 kg, d'essayer de regarder où sont les plis cutanés, parce que les plis cutanés c'est un peu des sacs, c'est pas très joli de parler comme ça, mais c'est un peu des endroits où en fait vous savez que ça s'est plutôt stocké à cet endroit là et que donc les perturbations vont être là et que peut-être qu'il va falloir travailler à ces zones là plutôt qu'à d'autres. Donc, effectivement, si vous voulez avoir un travail global postural, quelquefois, il faut aussi préparer la peau à ce travail postural parce que, encore une fois, c'est un outil sensoriel. Bon, la posture du patient obèse un peu classique, c'est celle-là. Mais pas tout le temps. Posture altérée, posture corrigée. Je vous assure que j'y suis absolument pour rien pour ce slide. Mais je suis quand même assez content que vous retrouviez quand même des fondamentaux de ce que j'ai essayé de vous expliquer, parce que on est dans l'importance de cet équilibre sagittal. Donc je ne vous refais pas le cours du Core Stability, mais si vous êtes dans la position corrigée, fatalement votre diaphragme va mieux fonctionner dans l'ensemble de ses courses. Fatalement les échanges vasculaires vont mieux se faire. Fatalement la digestion se fait mieux, parce que quand on est assis, quand on est dans la position plutôt de gauche, pour moi sur l'écran, donc pour vous également, fatalement ça fonctionne moins bien sur les échanges métaboliques, énergétiques et liquidiens que si vous êtes sur la position de droite. Et on revient, les échanges, la stabilité, les échanges énergétiques se font mieux dans la position droite que dans la position de gauche. On est sur les notions du Core Stability qu'on a vu. Donc après, il y a toute la chirurgie réparatrice qui va être, mais je vous laisserai lire tout ça. Ça va? Vous voulez faire une pause ou tout va bien? Non, tout va bien. Allez, le sommeil. On fera peut-être une pause après le sommeil. Le sommeil, c'est un point qui est ultra important, parce que quand vous êtes en général en surpoids, que vous avez... en général, déjà, on dort pas très bien, et souvent, on ne peut pas dormir dans la position qu'on veut. On dort dans la position qu'on peut. Et donc, le docteur Vincent Attalin,
alors vous pouvez aller taper en fait avitam.com. Je sais pas si vous le connaissez, si vous en avez entendu parler. Peut-être que certains le connaissent. Il travaille avec le professeur Avignon. En fait, il est spécial. Pardon? Oui, je vous le confirme. Voilà, merci de me le rappeler si j'avais oublié. Je vous laisserai, Dorine, expliquer votre remarque aux uns et aux autres. Oui, il est absolument charmant. Voilà, je vous le rassure, il est absolument charmant, très très bien élevé. Un talent d'orateur, voilà. Donc je suis content de lui voler un peu ses slides, comme ça je lui vole un peu la vedette. Bon, indépendamment de ça, il est aussi brillant dans ce qu'il fait. Et lui, sa spécialité, c'est le sommeil. C'est l'analyse du sommeil, c'est l'évaluation du sommeil et c'est de contribuer aux patients à retrouver une bonne qualité de sommeil, puisqu'on a aussi prouvé que par une bonne qualité de sommeil, on avait un meilleur fonctionnement métabolique et qu'on perdait du poids si on arrivait à se reposer. Parce qu'on faisait de la réserve, aussi énergétique, dont on aura besoin pour fonctionner correctement dans la journée. Donc il a notamment créé un logiciel pour les gens atteints de maladies chroniques qui permet à la fois, qui est une plateforme pour aider en fait les patients spécialisés plus dans la prise en charge de surpoids, mais pas que, pour aider en fait les équipes thérapeutiques à fonctionner ensemble, mais également à contribuer à être une pré-évaluation des troubles du sommeil. Et donc voilà, je vous invite à aller y voir. Tous les professionnels de santé peuvent s'y inscrire et ont des accès qui sont... Voilà, et c'est gratuit pour les professionnels de santé, même pour les patients. Donc rapidement, hein, un bon sommeil, c'est à la fois un sommeil léger, un sommeil profond et un sommeil paradoxal, et ça fonctionne en fait par cycle. Et la problématique, c'est que très souvent, les patients n'arrivent pas à respecter ce cycle et n'arrivent pas non plus à le reproduire. La conséquence, en fait, c'est que vous avez une sécrétion accrue d'hormones de croissance, vous avez une baisse de l'excitabilité corticale, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, il n'y a pas de réserve. Si vous avez un bon sommeil, pardon, vous avez des fonctions restauratrices sur les systèmes immunitaires et endocriniens, et vous avez un rôle essentiel dans la mémorisation et l'évolution positive de la plasticité neuronale, qui est hyper important dans le travail qu'on va faire derrière. Donc c'est important de bien dormir. Donc effectivement, quelques conseils pour mieux dormir: éviter les excitants, ne pas pratiquer d'activité physique après 20 heures. Donc vous voyez par exemple les enfants dont on met notamment dans certains sports qui s'entraînent jusqu'à 20 heures, qui arrivent, qu'il faut faire manger en vitesse et tout, bah fatalement vous avez un impact sur le sommeil qui est énorme. Donc quelquefois, même sur ces petits questionnaires sur Avitam, vous avez un pseudo-diagnostic sur le sommeil qui est assez intéressant pour donner des conseils juste de bon sens aux gens qui sont en face de vous. Donc c'est vrai qu'il est important de demander aux gens s'ils dorment bien. Ça c'est... Alors, les conséquences d'une privation de sommeil, c'est une baisse de toutes les fonctions réflexes et motrices, des problématiques au niveau de la concentration, une certaine agressivité, un certain manque de patience, des réactions primitives qui sont développées et une prise de poids accrue. Donc c'est quand même important d'essayer et finalement très souvent, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des gens aussi en surpoids? C'est qu'ils ont très souvent des apnées du sommeil. Pourquoi? Parce que le diaphragme il peut pas fonctionner correctement dans toute la course, donc en fait ils peuvent pas dormir. Donc même s'ils dorment, ils ont très souvent un sommeil qui n'est absolument pas récupérateur. Donc c'est aussi important de poser deux questions. Un, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous réveillez plusieurs fois dans la nuit? Est-ce que vous ronflez? Si c'est le cas, vous demandez au conjoint. Et surtout, est-ce que quand vous vous réveillez, est-ce que vous êtes encore fatigué? Parce que très souvent, les gens vous disent j'ai dormi, mais je me réveille, je suis épuisé. Très souvent, ça, c'est un signe d'apnée du sommeil. Donc, il n'y a pas que le docteur Attalin qu'on peut solliciter. On peut juste appeler le pneumologue qui fasse une évaluation, mais bon, sinon, on peut appeler le docteur Attalin. Faut bien que je taquine un peu, parce que sinon, c'est pas possible. Bon, les restrictions de sommeil, c'est effectivement la marmotte qui mange du chocolat. D'accord? Et en fait, une marmotte, quand elle dort longtemps, en fait, elle a puisé dans ses énergies et elle a maigri. Hein? Quand elle dort pas, la marmotte, elle mange.
Posture qui influence la qualité du sommeil. Ben, finalement, vous voyez que c'est pas forcément le patient le plus gros ou le plus en surpoids, mais c'est ce patient qui a ce déséquilibre sagittal accentué avec une non-fonctionnement de cette fameuse zone lombo-pelvie-fémorale qui globalement aura le plus de chances de développer des apnées du sommeil. Bon, celui de complètement de droite sur mon écran, il a quand même quelques chances de développer des apnées du sommeil. Vous voulez faire une petite pause sur la motivation? Oh, c'est comme vous voulez, hein. Hein? Vous finissez plus tôt? On va finir quand j'aurai fini. Hein. Plutôt, je crois pas, mais on va finir quand vous aurez fini. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous soyez à peu près, vous ayez écouté un peu, parce que si je dois vous interroger sur ce truc-là, j'aimerais mettre des bonnes notes cette année. Donc, si vous voulez faire une pause, on fait une pause. Si on fait pas de pause, on fait pas de pause. Je l'ai donné à l'école. Non mais le diapo je viens de le donner, vous pouvez... Hein? Non mais je le donnerai le diapo, mais c'est pas parce que je vais vous donner le diapo que... Vous savez comment je suis, j'ai pas changé par contre. Il y a aussi tout ce que je raconte, il y a plein de choses que je raconte qui sont pas dans le diapo. Est-ce qu'on fait une pause ou pas? Mais vous aurez le diapo, il n'y a aucun problème. Mais ça c'est un PDF, vous n'allez pas pouvoir ajouter dessus. Hein. Ah bah si vous voulez, bah venez le prendre là. Enfin venez le prendre là, le problème c'est que je sais pas comment je fais. En fait, c'est la pause, le diapo. Allez-y. Comme ça, je marche. Bien la queue, hein. C'est pas le diapo pour la pause. Tu prends quoi du coup? Bah lui, mais il m'a dit qu'il y en avait 2. Sur le bureau, non? Regarde sur le bureau. Je vais regarder, mais sans cette diapo... Putain, j'en peux plus là. Il va nous faire venir à 21h, tu vois. Ouais. C'est bon? Non, bah c'est là, et après le deuxième... Comment il s'appelle lui? Ça, c'est ça? Mais il n'y a que ça, non? Bah, il m'a dit qu'il y en avait un deuxième, sinon regarde sur sa clé. Il me chourave sa clé. Bah, je sais. Je crois que je vais prendre sa clé en fait. Regarde s'il y a les sujets des parties. Ça doit être ça. Oh my god. Ouais. Ça me retrouvera jamais là. Synthèse congrès. Ouais, non, c'est pas ça. Bien barré en cours. Ça lui a pas plu qu'on lui laisse pas le choix. Mémoire de fin d'études. Ah non. C'est Taxi le truc? Je savais pas, putain. Ah, c'est Maxime? Bah oui, t'as cliqué là, non? Ah ouais, merde. Oh putain. Putain, mais il est énorme ce truc là. Ah, mais c'est quoi ce truc? Je ferme ça. Ça a bien marché sur ma clé, je vais essayer d'aller le mettre sur... Oui, Ouais, je peux retirer comme ça. Ouais. Récupère-le et moi je vais essayer de le mettre sur la pompe en attendant. Tug. Vous avez laissé ma clé USB quand même? Je sais plus ce qu'il y a après. J'ai fini tard cette nuit et je sais plus trop ce qu'il y a. Oui, et donc? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez fait quoi avec ma clé USB? Faut l'enlever et la remettre?
Ah oui, il y en a 107. Ah oui, je pensais pas qu'il y en avait autant en fait. Ah ouais, on a du taf encore. Ah ouais, on a tout ça à faire encore. Bon, en même temps, je me suis un peu trompé dans le timing. Là, mais quand vous me disiez... Parce qu'en fait, on vous a donné quoi? On vous a donné ce que j'avais donné l'année dernière, c'est ça? Ah bah c'est ça. Ah ouais, on vous a redonné tout ça? D'accord. Bah, la motivation, en fait, là, c'est un peu le résumé. Sur la motivation, c'est l'article de Marine et Sophie que vous avez. Marine Valenzi et Sophie. C'est un article de Kiné Scientifique. D'accord. Donc en fait, la motivation, c'est ça. On va reprendre parce que pour le coup, c'est vrai que... C'est bon? C'est tout bon? Alors, là, j'ai repris effectivement parce que je les avais invités à cette journée, parce que j'avais cet article sur la motivation que vous avez, qu'elles ont fait dans le cadre de leur DU, de leur DU, vaut pour globalement, pareil, un peu toutes les pathologies, pas toutes les pathologies chroniques. Je vais insister, je vous invite à le lire. Parce que dans votre pratique générale, il est quand même... je pense que c'est un bel outil. Donc, la motivation, c'est l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. C'est la combinaison de l'ensemble des raisons conscientes ou non, collectives et individuelles, qui incitent l'individu à agir. La motivation détermine donc le changement du comportement du patient atteint d'obésité vis-à-vis de l'activité physique, puisque l'idée, c'est ça. Je vais quand même insister sur quelque chose qui me paraît fondamental dans une relation thérapeutique. Il faut absolument que les membres, les personnes qui composent la relation thérapeutique, aient tous une motivation. Une des problématiques dans le suivi en fait des patients atteints de pathologies chroniques, je ne vais pas trop développer les slides puisque vous avez l'article et que je pense que l'article vous permettra de mieux comprendre, vous corrélerez l'article au slide, mais l'élément sur lequel je veux insister, c'est nous. Il faut que nous, on croit en nous et que nous, on ait aussi une motivation pour aider ces personnes où globalement, faut l'avouer, on est là pour les aider à repousser les limites de l'impossible. Puisque de toute façon, ils n'arrivent pas tout seuls à le faire. Donc il faut qu'on trouve avec eux et pour eux les éléments qui vont leur permettre d'avoir la motivation de continuer, l'envie d'y aller et la force de persévérer. Et nous avec. Donc pour en tout cas, là je stigmatise pas Camille, mais pour Camille qui a été en stage et qui a fait un travail avec moi sur la place du kinésithérapeute dans l'activité physique, on est bien d'accord Camille, de temps en temps ça fait du bien de dire aussi qu'on c'est dur, que on sait pas si on va avoir la patience d'eux. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'être à plusieurs et d'être en staff. Parce qu'à un moment donné, cette charge de travail multipliée par X personnes, c'est difficile. Donc il faut aussi que nous, on ait cette motivation. Et nous, pour avoir de la motivation, en général, quand on a nos premiers patients, on est motivé parce que c'est nos premiers patients et on a une motivation intrinsèque. Mais on aura d'autant plus de motivation si globalement, on a des outils, des savoirs, pas des certitudes. Il faut faire attention aux certitudes parce que quelquefois, les certitudes nous bloquent dans une capacité d'évolution et de motivation. Mais il en faut un minimum pour quand même pouvoir proposer quelque chose à quelqu'un, parce que si on n'a pas de certitude,
Si on n'a pas de quoi se rassurer, c'est compliqué pour globalement motiver les autres à faire quelque chose, quoi. Dire à quelqu'un vous allez y arriver, si vous y croyez pas plus que lui, au début, ben il n'y arrive pas. C'est bon, vous pouvez lever les béquilles, vous allez marcher, vous aurez pas mal, ou vous aurez mal d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, votre os est consolidé. Ça, c'est parce que vous avez des savoirs propres qui vous permettent d'être suffisamment sûr de vous pour dire à quelqu'un lâchez les béquilles, vous allez marcher. On est bien d'accord? Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus abstrait. On va y arriver. Ou on sait pas trop, mais on va y arriver. Sachant que le patient part avec un objectif, et parfois, comme il change complètement dans son physique, ses perceptions, sa réalité, son entourage qui s'adapte. Parce que quelquefois, vous avez la problématique de cette vie qui se modifie, qui s'échappe, parce que les gens s'adaptent au changement des autres. Et finalement, les motivations de départ ne sont pas forcément les motivations du futur. Donc la motivation, c'est ultra important. Il faut que vous restiez motivé et motivant pour qu'il puisse être lui motivé, sans pour autant qu'il soit asservi et que globalement... Donc la chose la plus importante, j'ai l'impression, mais ça n'engage que moi, donc encore une fois, il ne faut pas être que dans les certitudes, mais ça n'engage que moi, c'est la notion de motivation avec la notion de privatif. En fait, dites-vous toujours que quand les patients viennent nous voir en premier, ils sont pas réellement motivés. Ils ont une envie, ils ont une pulsion. Ils viennent de découvrir qu'ils ont besoin de maigrir. Ou qu'on leur a dit que s'ils allaient faire, mais en fait, il faudrait qu'ils aient maigri pour hier. Quand vous allez commencer à dire que ça va durer 6 mois minimum, qu'il faut faire comme ci, comme ça, qu'il faut tout modifier, qu'il faut organiser. Peut-être la personne la plus motivée quand elle va rentrer chez elle et qu'elle va devoir dire à toute sa famille, bon alors maintenant je m'occupe de moi. Donc je ne m'occupe plus de ton sac de sport, je ne m'occupe plus de machin, je ne m'occupe plus de ci, je m'occupe plus de ça, maintenant je fais moi. Et vous allez m'aider à faire ça. Bon, en général, ça marche pas très longtemps. Et c'est une des causes, par exemple, parfois d'arrêt. Et puis, en fait, les gens sont très motivés, puis après, ils rentrent, ils ont quand même un travail. Voilà, c'est pas que des malades, on n'est pas à l'hôpital, voilà. Donc, les gens, dans le quotidien, en libéral, ils ont toute une vie autour. Et quelquefois, ils ont justement pas cette motivation. Ils ont cette volonté, cette pulsion, mais ils n'ont pas forcément cette motivation. Et il faut faire attention de savoir si nos patients sont dans la motivation ou dans la plus loin motivation. Et dans la notion de motivation, vous avez la motivation extrinsèque et vous avez la motivation intrinsèque. Et finalement, plus vous allez aller dans les motivations intrinsèques, c'est-à-dire le fait d'être en pleine conscience, d'être à l'intérieur de soi, et plus vous allez aller vers la notion de détermination, voire d'autodétermination. Vous me suivez ? Là, c'était la partie un peu dure de la soirée. C'est exactement, et nous on doit être dans ce même type de schéma, personnellement, si on veut à un moment donné que ça fonctionne, pour pouvoir faire passer des messages qui sont thérapeutiques. Les besoins fondamentaux de la motivation, plus vous allez tendre votre patient à être dans l'autonomie, dans les compétences et une évolution dans son projet social, et plus globalement vous allez favoriser l'envie d'eux. La problématique, c'est comment nous, kinésithérapeutes, on arrive à faire ça. Quel est réellement notre rôle là-dedans ? Ce qui veut dire que déjà, si on veut prendre en charge ce type de patient, il faut déjà se positionner à l'intérieur d'un staff par rapport à notre rôle, parce que je vous rappelle qu'on est essentiellement des musculo-squelettiques, on est bien d'accord, sauf qu'on voit les gens 3 fois par semaine. Donc à un moment donné, on a bien un rôle on leur parle, et donc on a bien un rôle direct ou indirect sur leur réflexion et donc sur leur notion de motivation ou d'amotivation, et en tout cas le discours qu'on va tenir va être relativement important. Ça va ? Vous me suivez toujours ou pas ? Parce que là, on est dans le truc. Mais l'article est plutôt bien fait. Je pense que l'article est mieux fait que les slides. Donc,
Déjà, si vous voulez, dans les premières questions que vous allez poser, il va falloir que vous évaluiez un petit peu les besoins réels des patients vis-à-vis de leur volonté de faire des choses en autonomie, qui va effectivement progresser avec le temps. Parce qu'au début, on a peur, on ne fait pas les choses seul. Et c'est difficile de dire qu'on a envie de faire les choses seul. J'ai été confronté ce matin dans une situation. J'ai proposé à des gens d'aller faire une formation au sein du cabinet, comme quoi la motivation, c'est pas un problème là de motivation, c'est un problème d'autonomie. Et devant le panel d'intervenants qu'il y avait, finalement, il n'y avait pas une véritable autonomie des personnes à qui je le proposais d'aller à la formation. Et puis finalement, il y en a une qui s'est dévoilée. Et d'autres ont suivi. Ça, c'est la notion d'autonomie. C'est la notion de contexte qui fait qu'à un moment donné, les gens vont oser aller quelque part. D'accord ? D'être autonome pour venir. J'étais content parce que moi qui ai quand même un peu souffert d'obésité, pour une des rares fois, j'ai pas été tétanisé à l'idée de rentrer dans un univers que je connaissais pas, et j'ai plutôt réussi à monter les 3 étages et plutôt réussi à trouver la salle de cours. Bon, ce que vous savez pas, c'est que en fait, je suis quasiment pisté par Sophie, que vous connaissez pas, et qui m'a globalement fait tout un plan pour que j'arrive ici, parce qu'en fait, je suis tétanisé quand j'arrive dans des endroits que je connais pas. Oui, ça paraît bizarre, hein. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que quand je demande quelque chose, ça me rappelle à ma propre histoire de quand j'étais obèse, et en fait, j'ai l'impression d'être rentré dans une notion de dépendance. Et donc, depuis pas très longtemps, j'arrive à faire ça tout seul. Là, on est dans ces fameuses problématiques de motivation d'être autonome. Et globalement, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Oui, vous savez que on est entre professionnels de santé. Je peux aussi donner quelques informations sur ma propre pathologie chronique. Vous les gardez pour vous, hein. Les problématiques de compétences, elles vont tant pour le patient que pour nous, parce que la grosse problématique dans la notion souvent ces patients-là arrivent avec des notions que eux ils savent et ils ont des compétences, ils ont été se renseigner dans plein de choses et tout, donc en général ils vous expliquent comment il va falloir faire. Donc la problématique, c'est de repositionner les compétences des uns et des autres. Et puis l'appartenance sociale, c'est que vous passez du niveau de je suis obèse à globalement je vais être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une grosse problématique dans la notion de motivation. C'est la notion de ne pas exister. Je suis fumeur, je suis non-fumeur. Quand je suis fumeur, ça m'aide à avoir... voilà. Si je suis fumeur, je ne vais pas aborder les gens, je vais aborder les gens pour leur demander une cigarette. C'est plus facile. Donc il y a une notion d'appartenance sociale. Ok. Donc, nous, on a un rôle, vous le lirez, hein, on a un rôle qui est effectivement primordial dans cette motivation et dans cette construction, dans cet entretien de cette motivation du patient, à travers les discussions qu'on va avoir avec lui, à travers les exercices, pas que les discussions, à travers les marches qu'on va lui faire, qu'on va lui faire monter, à travers les exercices et la progression dans le traitement qu'on va l'aider à suivre, parce qu'encore une fois, on est aujourd'hui les professionnels de santé que les gens vont le plus voir quasiment, et de manière les plus régulières et presque les plus accessibles, en tout cas au monde libéral. Donc il faut qu'on y croie qu'ils peuvent y arriver. Parce que si vous y croyez pas, ils y arriveront jamais, ça c'est sûr. Donc si vous signez en bas de la page le projet de les suivre, il faut que vous y croyez. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas le droit d'arrêter et de transmettre et de faire que... Mais en tout cas, le temps que vous y êtes, il faut que vous y croyez. Et ça, c'est très très important. Donc effectivement, on revient dans ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que ce qui va pour le patient va pour nous, hein. Donc il faut mettre, parce qu'on aura un certain nombre d'informations, on saura mettre effectivement un climat motivationnel. Mais c'est exactement pareil, alors là pour le coup c'est exactement pareil quand on s'occupe d'un athlète de haut niveau qui on doit ramener de la blessure. Vous prenez un sportif de haut niveau qui est dans une équipe, vous devez le soigner et ensuite vous devez faire en sorte qu'il réintègre l'équipe. Si vous lui donnez pas, si vous n'avez pas un discours motivationnel cohérent, sauf que ça se fait sur un laps de temps beaucoup plus court, il n'a pas développé de facteur de chronicité. En tout cas, il n'a pas eu le temps de le faire. Mais certains arrivent à en développer tels qu'ils perdent suffisamment de confiance en eux et c'est excessivement très compliqué pour eux de réintégrer l'appartenance sociale dans laquelle ils étaient. La réintégration d'un athlète
notamment dans un sport co, dans une équipe, n'est pas forcément chose facile. Je sais pas si vous en avez déjà vu ou si vous avez été déjà confronté au truc, mais c'est pas chose forcément facile. Et donc, dans les kinés du sport, on a ce discours motivationnel, on fait des séries à une certaine intensité, on leur dit que ça va marcher, on est toujours en train de ramener le travail qu'on va faire à la fonction qu'ils vont avoir et tout. Beaucoup plus compliqué dans la pathologie chronique et sur des gens dont on connaît finalement pas vraiment le mode de vie. Et c'est ce qu'il faut essayer de trouver. Parce qu'effectivement, si on arrive à faire ça, vous allez pouvoir entretenir ces éléments qui vont faire que le patient va tenir dans le temps, puisque tout l'enjeu de ces prises en charge, c'est qu'elles sont longues. Elles sont très longues. On ne perd pas du poids comme ça. Donc, c'est minimum un traitement de départ pour relancer un métabolisme, on le verra après, c'est minimum entre 3 et 4 mois. Minimum. Pour que globalement, la perte de poids commence réellement à s'enclencher pour des gens qui n'avaient pas un métabolisme de base suffisamment efficace. Ceux qui ont un métabolisme de base efficace vont pouvoir enclencher une perte de poids assez rapide. Mais vous avez une inertie à l'allumage qui va mettre un certain nombre de semaines. Et c'est en général dans ce moment, entre la pulsion de je veux globalement maigrir, que la motivation se perd. Parfois, la pulsion de maigrir, c'est juste parce que les gens ont une douleur, ils ont mal au genou. Mais une fois que vous avez enlevé la douleur de genou, vous avez enlevé la zone de motivation. Donc, vous n'êtes plus dans une motivation intrinsèque, vous êtes dans une motivation extrinsèque. Donc, les patients ne continueront pas derrière. Ok ? L'attitude du thérapeute, bon, je vous laisserai lire. Hein. L'empathie. C'est quelque chose d'excessivement important. L'empathie, c'est pas du nursing. L'empathie, c'est de l'empathie. C'est j'aide la personne, je vous comprends, mais je vais quand même vous motiver. Favoriser son libre choix, c'est-à-dire il faut faire en sorte que c'est lui qui ait le choix. Arrêtez de lui dire qu'il peut pas faire. Le type qui a traversé la Manche à la nage avec pas de bras, pas de jambes, ou qui a fait le Paris-Dakar avec pas de bras, pas de jambes, il a eu le choix. On peut ne pas être d'accord avec ce choix. Et à ce moment-là, on ne s'engage pas. Mais si on s'engage, on s'engage. On est là pour l'aider à faire son truc. Il assumera. C'est à lui d'assumer. Nous, on n'est pas là. C'est sa vie. On peut lui dire qu'il y a des contre-indications. On peut lui donner des trucs. Mais si on s'engage avec lui, on s'engage avec lui pour aller à l'objectif. Mais on peut effectivement négocier. Tout le truc, c'est d'aller vers des notions avec des objectifs personnels, intrinsèques, mais on peut passer par des objectifs qui sont extrinsèques, voire les nôtres, pour l'aider à aller chercher ses propres objectifs intrinsèques. Bon, ça c'est la petite synthèse, je vous laisserai la voir. Donc en conclusion, l'attitude du kiné est le premier facteur qui influence la perception de compétences, d'autonomie et d'appartenance sociale du patient par le climat qu'il instaure. Ces gens sont en souffrance. Ils sont douloureux. Ils ont peur. Et il faut qu'à un moment donné, et on peut pas faire tout seul. Une fois qu'on a, et nous on doit les faire bouger. Je vous rappelle que notre axe de travail, même si ce cours parle beaucoup des émotions, tout ce que vous voulez, parce que je vous ai déjà fait tout le cours sur le core stability, et voilà, on a déjà fait. Donc je vous donne, c'est qu'on est là pour les faire bouger, les faire réussir par le mouvement. On est là pour mettre en jeu, pour soulager des articulations, et on est là pour rechercher, l'aider à contribuer à avoir un corps qui est économique, ergonomique et efficace, mais pour ça, il faut qu'il ait envie de l'utiliser. Donc pour ça, vous ne pouvez pas faire autrement que d'essayer de comprendre comment il va faire pour l'utiliser et avoir envie de l'utiliser. Et donc pour ça, il faut que vous ayez cette motivation aussi. La réussite de la mise en place d'une activité physique régulière en kinésithérapie chez un patient d'obésité dépend de la motivation du patient qui dépend elle-même de notre attitude. À ce moment-là, je vais vous parler... J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un médecin qui s'appelle le docteur Olivier Lambert et j'ai essayé de lui expliquer en fait la notion d'activité physique continue. Alors, la discussion portait plus sur les patients atteints de pathologies métaboliques lourdes, notamment autour du cancer, mais qui va aussi très bien avec la notion avec l'obésité. Et qui va très bien par exemple avec la dame que j'ai vue ce matin, à qui j'ai dit: madame, vous savez, on va arrêter de faire du sport pendant un moment.
Elle a perdu 60 kilos, elle veut continuer à en perdre 10. Je lui dis, madame, vous êtes fatiguée. Vous avez mal aux genoux, vous avez mal au dos, vous avez les muscles raides, vous êtes en surmenage. Mais dire à quelqu'un qui vient de perdre 60 kilos et qui a les peurs de le reprendre, madame, on va s'arrêter, on va se reposer, on va vous soigner parce que vous allez mieux maigrir, il faut que vous ayez une sacrée dose de motivation pour pouvoir lui faire accepter qu'elle arrête. Parce que elle, arrêter, c'est grossir. Mais on a vu que si on est fatigué, le sommeil, c'est grossir. Donc, il faut arriver dans votre discussion à faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire parce qu'il faut se poser, il faut lui soigner le genou, il faut la soulager au niveau du dos et que, madame, vous allez arrêter la salle de sport et vous allez retourner en rééducation. Pendant un laps de temps. Par contre, il ne faut pas l'oublier en rééducation. Surtout, il ne faut pas l'oublier. Parce que le danger, c'est de l'oublier. Donc là, il faut faire un protocole avec un début et une fin. On va faire rééducation pendant 1 mois. Et dans 1 mois, on fera le point. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'1 mois, vous ne continuerez pas la rééducation. Parce que peut-être que vous ne l'aurez pas traité, le genou. Mais en tout cas, on va faire un début et une fin parce que si vous l'oubliez, vous allez la remettre de l'autre côté du mur. Parce que par contre, il faut que vous anticipiez qu'elle va regrossir. C'est obligatoire, c'est physiologique. Elle va regrossir un petit peu. Mais ce petit peu-là, c'est votre marge de manœuvre. Un petit peu, pas trop. Et donc peut-être que dès que vous aurez une fenêtre, il faudra quand même lui faire un peu de cardio dans votre cabinet ou la laisser dans sa salle de sport ou lui dire, écoutez, vous êtes dans votre salle de sport, vous allez faire ça, ça, mais vous n'allez pas faire ça parce que sinon, vous allez la sortir de son appartenance sociale. La motivation, compétence, autonomie, appartenance sociale. Si vous avez besoin de sortir le patient, et là, ce que je fais avec cette dame, c'est que je lui dis, madame, je vous sors de votre autonomie parce que c'est nous qui décidons. Je vous sors de votre appartenance sociale parce que je vous enlève de la salle de sport. Par contre, vous inquiétez pas, vous avez toujours vos compétences et vous savez toujours gérer votre truc. Mais nous, il faut qu'on vous soigne. Pour que vous retourniez ensuite dans votre autonomie et dans votre appartenance sociale. Donc au niveau de votre bilan, il faut le prendre en compte. Vous me suivez ? Donc ça, c'est très, 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 très important. Et donc, ce qui veut dire que parfois, comme vous avez... Et donc là, on commence à rentrer dans une méthodologie un peu qui rejoint les préparateurs physiques, c'est-à-dire que vous rentrez dans une planification de vos traitements pour ces patients qui sont à prise en charge longue. Et qu'il faudra leur expliquer que pour qu'ils restent dans leur zone d'optimisation fonctionnelle, c'est-à-dire le mode de vie dans lequel ils sont bien, il faut qu'ils puissent continuer à y travailler. Je m'explique. Si demain je vous fais faire un abdominaux par jour, vous n'allez pas demain avoir des plaques de chocolat au niveau du ventre, on est bien d'accord. Si par contre je vous en fais faire 600 par jour, j'ai de grandes chances de vous blesser à la fin de la semaine. Donc dans les deux cas, je n'aurai pas optimisé la qualité de vos abdominaux dans le potentiel que vous avez. Donc il faudra que vous arriviez à convaincre ces gens-là que vous allez réguler avec eux leur quantité d'activité physique pour leur permettre de tenir dans le temps. Le problème d'un obèse, très souvent, c'est qu'il est en hyper de tout. Donc il fait tout trop. J'ai fait un gros cabinet. Camille. Bah, c'est une forme d'hyperactivité. Donc il faut que ça se régule. Et ça, c'est super important. Et donc ça, il faut que vous arriviez à le prendre dans votre bilan. Allez, on va aller un peu dans notre métier. Là, un peu de préparation physique. Donc, ce qui est important de considérer chez ces patients en surpoids, c'est toute cette musculature profonde. Donc ici, je vous renvoie à toutes les planches d'anatomie, hein, et je vous renvoie là ce qui est quand même mon dada. C'est toute la partie de tous ces muscles posturaux, de ces fibres toniques qui sont absolument pas mises en jeu chez les patients en surpoids. Donc, et qui est quand même plus de 50% de notre masse musculaire, et c'est ça le métabolisme de base.
Je sais pas si vous avez regardé des émissions de temps en temps, un peu les émissions grand public à la télé, là, ils mettent 10 personnes sur une île déserte. Et en général, c'est rarement le plus sportif qui va au bout. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui dépense le plus d'énergie à la journée. Et si vous lui donnez pas à manger, si vous lui filez pas du sucre, si vous lui filez pas des trucs, ben en fait, il est épuisé. C'est le premier en général qui abandonne. Parce que son métabolisme de base est en hyperactivité. Et le problème en fait des gens en surpoids, c'est qu'ils ont un métabolisme de base en hypoactivité. Par contre, ils consomment une quantité trop importante d'aliments, donc fatalement, ils stockent. Donc le truc important, c'est effectivement de favoriser cette stimulation musculaire. Et ça met entre 2 à 6 mois en fonction des patients. Juste pour avoir un impact sur le métabolisme de base. D'accord ? Donc au bilan, vous devez évaluer déjà si toute cette musculature posturale travaille correctement. Donc je vous renvoie au cours de... Et un moyen qui semble intéressant, je dis bien qui semble intéressant, c'est toute cette évaluation du contrôle lombo-pelvifémoral qui vous donne quand même une indication sur toutes ces synergies, ces asynergies qui vont faire que globalement le métabolisme peut fonctionner. Donc l'activité physique, bon l'intérêt de la perte de poids, ça je passe. Ça, c'est important. Ça, c'est les modes de contraction. Donc, quand vous serez en stage, quand vous serez dans vos cabinets, essayez de faire travailler vos patients en respectant ces modes de contraction. Sachant que si vous voulez faire de l'augmentation de volume, c'est dans les modes d'hypertrophie myofibrillaire ou sarcoplasmique que vous allez travailler. Chez les patients en surpoids, c'est plutôt en mode sarcoplasmique que vous allez travailler. C'est très valable également dans toutes vos rééducations musculo-squelettiques de base. Hein. Au moins, quand vous faites une série, si vous respectez ce nombre de répétitions, le nombre de séries et le temps de récupération, vous allez déclencher des filières métaboliques, déclencher des filières énergétiques. Une fois que vous avez du volume, vous pouvez ensuite travailler sur de la résistance ou de l'endurance musculaire. Mais ça ne sert à rien de faire de l'endurance si vous n'avez pas de volume, si vous n'avez pas de fibres. On est bien d'accord ? Oui. Alors, c'était un cours sur quoi ? Oui, mais en fait... Ah oui, le pape. Bah, alors, Michel Pradé, vous allez sur le site du cabinet. C'est pas pour faire la pub du site du cabinet. Vous allez sur le site du cabinet, vous allez sur la chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, et j'ai mis la conférence de Michel Pradé sur préparation physique et obésité. Et vous aurez toutes les réponses à l'adaptation de la préparation physique dans le cadre d'une prise en charge de patients obèses IMC supérieur à 35. C'est si vous... Pardon ? En fait, si vous voulez, l'idée c'est... Là, je parle bien de... En fait, vous faites tout dans une séance... Alors, et attention. Si votre patient est pris en préparation physique, c'est qu'il peut faire de la préparation physique. C'est qu'il a déjà les muscles. Il est pas en sarcopénie. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous avez la vision de Michel Pradé qui intervient, lui, dans le fait que vous avez débuté la réathlétisation. Là, je vous propose un travail de rééducation. Donc, 1, vous mettez des muscles. Enfin, 1, vous activez la fibre. Et 2, vous lui donnez de l'endurance. Mais donner de l'endurance, si vous n'avez pas de fibre, vous comprenez ce que je veux dire ? Et quand le patient est sorti de notre niveau de kinésithérapie, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus, c'est là qu'à un moment donné, il faut bien qu'il rentre en réathlétisation. Ou, ça c'est le travail qu'on avait fait avec Camille, c'est ce qui a donné lieu à l'article, c'est comment on arrive à combiner la réathlétisation pendant la thérapeutique. Donc là, on avait fait effectivement avec Camille cet article, où on avait positionné en fait le rôle du kinésithérapeute comme facteur favorisant en termes de préparation, tant d'échauffement que de la préparation du muscle, pour que justement le muscle puisse supporter une charge de travail
effectivement endurante et aérobie parce que justement elle l'avait préparée à pas s'abîmer. Mais dans les séances, bon alors Camille pourrait en parler avec ses mots, mais elle qui a assisté à quelques séances, elle a vu que les préparateurs physiques faisaient d'abord un travail analytique pour finir par de l'endurance dans les projets de préparation physique. Parce que sinon vous n'avez pas de fibres qui va pouvoir recevoir. Par contre effectivement, je rejoins Michel Pradet, quand on part par eux, bah, fatalement, ils commencent par de l'endurance pour ensuite monter dans ces axes-là. Et très souvent, ils font de la résistance. Et en fait, ils parlent beaucoup plus, eux, d'endurance de force. Du maintien dans le temps. Et ensuite, ils font des planifications dans lesquelles ils vont faire de l'hypertrophie sarcoplasmique et myofibrillaire, où ils vont gagner du volume en fonction des objectifs. Moi, j'ai détourné un peu le problème. C'est-à-dire que quand je vous parle de ces slides-là, on a fait rentrer les principes de préparation physique dans la thérapeutique. Vous me suivez là ou je vous ai perdu? Si je vous ai perdu, je recommence parce que par contre c'est assez important parce que là on est dans le cœur de notre métier. Vous allez récupérer des gens qui par leur pathologie en fait ont une sarcopénie parce qu'ils ont de l'arthrose. Sarcopénie, c'est-à-dire une perte de masse musculaire en fonction de leur âge, en fonction de leur activité, en fonction des pathologies associées, en fonction de l'opération. Voilà, tout ça va faire qu'ils vont avoir perdu de la quantité musculaire. Donc on va contribuer, quand vous récupérez un patient après une ligamentoplastie, qu'est-ce que vous faites au début? Vous refaites de la fibre musculaire, on est bien d'accord. Vous faites de l'électrostimulation, vous refaites de la trophicité. Jusque-là, on est d'accord. Bah, c'est la même chose. Pour faire de la trophicité, on va faire simple, pour faire de la trophicité, faites travailler vos patients sur ce type de série. Plutôt que le 3x10, vous voyez, eh ben vous faites 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions avec 1 à 2 minutes de pause entre chaque série. Plutôt que de dire je fais 3x10. Sauf que si votre patient, par exemple, ne peut pas faire 10 à 15 répétitions, bah vous commencerez peut-être par 3 séries. Peut-être qu'il ne fera que 10 répétitions. Il fera 1 à 2 minutes de récupération entre les séries. Et sa progression sera de faire 4 séries, 5 séries. Au début, ce sera que contre le poids de corps. Ensuite, ce sera poids de corps plus charge ajoutée. Et puis ensuite, il va bien. Et ensuite, il passe dans le monde de la préparation, dans le monde du sport en autonomie. C'est plus clair? Ouais. Ça va ou pas? Est-ce que l'explication était plus claire? Parce que ça, c'est important par contre. Essayez de respecter la manière dont vous allez faire travailler le muscle pour des objectifs souhaités. Si par contre votre patient va bien et que vous pouvez directement le mettre comme ça, c'est ce que je vous ai expliqué, bah ce patient-là va mettre moins de temps à stimuler son métabolisme de base, puisqu'il aura déjà en fait du volume et que vous pourrez déjà le mettre en endurance. Là, 18h30, fatalement, 19h moins 10, c'est le moment où je peux vous perdre. Alors, vous allez voir les petites vidéos de Michel Pradet, il fait ça très bien. C'est très didactique, c'est 3 petites vidéos de 10 minutes, et vous aurez tout. Oui. Alors, du coup, quand je dis l'éveil métabolique, c'est faire des fibres. Non. L'éveil métabolique, c'est entre autres faire des fibres. Il faut aussi qu'il sache respirer. En fait, l'idée, c'est que là, vous êtes en train de développer un métabolisme de base. Là, vous dépensez de l'énergie. Si je mets quelqu'un en surpoids à côté de vous, et quelqu'un qui fait par exemple du sport tous les jours, a un métabolisme de base qui va consommer plus d'énergie que d'autres. D'accord ? Ce qu'on doit, nous, en rééducation, dans un premier temps, c'est faire en sorte de réveiller son métabolisme de base, de l'entretenir et de le rendre plus demandeur en énergie. Pour ça, il faut qu'il ait un moteur à faire tourner. Et très souvent, ces patients qui sont sédentaires ou en comportement sédentaire n'ont pas... Qu'est-ce qui consomme de l'énergie? C'est le muscle. Il n'y a pas d'autres éléments et le cerveau. Il y a 2 éléments qui consomment de l'énergie dans le corps, c'est le muscle et le cerveau. Donc, il faut que plus vous allez, quelque part, augmenter la quantité d'éléments qui vont dépenser de l'énergie, et plus vous allez augmenter le métabolisme de base. Alors, le métabolisme de base, c'est 1, d'avoir des muscles, et 2, qui l'utilisent. Je m'explique. Si vous avez du muscle et que vous êtes que comme ça, vous n'utilisez rien. Si par contre je vous demande de rester 2 heures comme ça, vous allez utiliser les muscles à tenir une posture. C'est ça que j'appelle le métabolisme de base. Vous me suivez? C'est-à-dire la consommation
autonome d'une énergie donnée. C'est cette explication des gens que vous mettez sur une île déserte. Si vous mettez quelqu'un qui a un métabolisme, vous mettez un joueur de rugby et vous mettez globalement une sédentaire sur une île déserte, et bien vous verrez que la première personne qui va globalement se retrouver en dette, ça va être le sportif de haut niveau. Par contre, si vous donnez à manger aux deux, celui qui va avoir plus de chances de survivre, ce sera l'athlète de haut niveau. Encore faut-il qu'il ait à manger. Parce que le métabolisme de base est beaucoup plus consommateur en énergie que le sédentaire. Vous me suivez ? Et la problématique des gens en surpoids avec des IMC importants, c'est qu'en général, ils n'ont pas cette utilisation, ils n'ont pas une quantité de fibres toniques, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ces muscles-là, donc ils dépensent peu d'énergie. Et c'est ce métabolisme de base-là que vous devez développer. C'est ce qui va consolider votre travail. Et très souvent, qu'est-ce que font les gens quand ils vont faire de la Zumba, par exemple ? Ah, ils font de la Zumba. Ils font de l'aérobie, mais en fait, personne n'a jamais maigri en faisant de la Zumba. En tout cas, pas les gens sédentaires ont maigri en faisant de la Zumba. Parce qu'ils n'avaient pas, si vous voulez, à la suite du programme de Zumba, ils n'ont pas de muscles toniques qui vont, si vous voulez, qui vont continuer à travailler après leur séance de Zumba. Ils ont juste fait travailler les muscles phasiques et ils ont juste globalement perdu de l'eau et transpiré. Vous me suivez ? Donc là, le truc important chez ces patients-là, c'est de vous assurer que la musculature tonique, posturale, antigravitaire de maintien se mette en jeu. Et ça, c'est un vrai rôle de kinésithérapie. Parce qu'une fois qu'elle est en jeu, vous pouvez ensuite les mettre dans des programmes d'activité plus importants parce que cette musculature-là va travailler en inertie après votre séance de sport. C'est plus clair ou pas ? Donc, le but de la préparation physique, maintenir et augmenter la masse musculaire tout en forçant le corps à brûler ses graisses de réserve. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Se muscler est essentiel pour augmenter son métabolisme de base, de repos et donc maigrir. Le problème, c'est qu'il faut que ces muscles profonds se mettent en jeu. Et par toutes les problématiques de la chronicité, l'inflammation, les traitements médicaux, les douleurs, toute cette musculature-là, en fait, elle est en sidération, elle ne se met pas en jeu. Donc tout le travail du kiné, c'est de faire en sorte que toute cette masse musculaire profonde, posturale, antigravitaire, soit mobilisable pour être utilisée ensuite dans l'activité physique de tous les jours. Et c'est ce qui va faire que le patient va avoir un ressenti différemment et va retrouver de la motivation. C'est l'histoire du chauffeur de bus et du contrôleur. Chauffeurs, ils sont tous les deux dans le bus, mais ils ne développent pas du tout la même dépense d'énergie parce qu'ils n'utilisent pas du tout les mêmes muscles. Pourtant, ils sont tous les deux dans le bus. Mais il faut que les gens puissent faire de la préparation physique. Donc notre rôle, c'est de leur permettre de pouvoir en faire. C'est ça le rôle du kiné. On n'est pas des préparateurs physiques. On est là pour leur permettre de faire. Donc effectivement, en préparation physique, il faut leur permettre de faire du renforcement musculaire, du travail d'endurance et du travail intermittent. Et très souvent, les patients au début ne peuvent pas faire de l'endurance longue. Donc il faut favoriser le travail intermittent. Là aussi, dans la vidéo, Michel Pradet l'explique très bien, mais il a dû vous expliquer ça dans le renforcement musculaire parce que le travail intermittent, c'est aujourd'hui le truc le plus utilisé. Hein. Donc l'intermittent, c'est que vous faites des blocs et vous multipliez les blocs en fonction de l'évolution de votre patient. Un patient que vous dites de partir pour faire 45 minutes de vélo, vous allez lui faire perdre sa motivation très rapidement. Si vous faites des blocs de 3 minutes et que vous faites 15 blocs de 3 minutes, et ben au début il en fera 2, puis après il en fera 3, puis après il en fera 4, puis après il en fera 5, puis après il en fera 6, puis après il en fera 7, puis après il en fera 8, et puis au bout d'un moment il arrivera à faire 35 minutes sans s'arrêter, et là il sera content, il sera motivé, il aura vu la marge de progression. C'est aussi comme ça que vous allez à la fois associer le métabolisme et la motivation. Ça je vous laisserai le lire. Ça, je vous laisserai lire. Je vais juste... Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Ok. On a presque fini. Faut rester concentré encore 10 minutes et c'est bon. Alors.
Bon, ça fait quelques années que je fais des bilans, puisque j'ai commencé en 98 à mon service militaire, pour globalement continuer à en faire. C'est ce que je vous disais, si vous ne faites pas assez d'activité physique, vous avez des risques sanitaires. Si vous en faites trop, vous avez également des risques sanitaires. Ici, vous voyez que depuis finalement l'évolution, on fait de moins en moins d'activité physique, et vous voyez globalement la répartition de ce que peut être la dépense énergétique dans une journée type. L'intérêt du sport sur le système hormonal, l'estime de soi. 2016, en fait, il y a une modification de la loi, puisque la loi est rentrée comme étant une stratégie, a intégré le sport comme étant une stratégie thérapeutique non médicamenteuse, et a positionné un tout petit peu le kiné dans une phase de diagnostic dans cette loi. La problématique, c'est qu'en fait, plus que de faire bouger les gens, et je vous ai expliqué qu'il faut effectivement stimuler le métabolisme de base, favoriser la motivation, discuter avec eux. Mais toutes ces 2 heures de cours qu'on vient d'avoir, c'était pour vous sensibiliser sur notre rôle d'évaluateur, de bilan, de coordinateur, pour en fait favoriser l'interdisciplinarité et nous positionner au milieu d'un staff entre le médecin et le professionnel d'activité physique, puisque cette loi à la base nous a exclus en fait de la prise en charge de ces patients, puisque le sport sur ordonnance, c'est le médecin prescrit du sport et le patient va avec son ordonnance vers des professionnels d'activité physique adaptés ou des professionnels ou des salles de sport pour globalement faire du sport. Ce que je vous ai expliqué, c'est que les patients pour qui il y a une ancienneté sportive y arriveront très bien. Les gens qui n'ont pas d'antécédents sportifs en fait n'y pas, et en fait la loi a du mal à se développer. J'imagine qu'il y a une profession qui a un rôle à jouer là-dedans, c'est nous. Parce que à partir du moment où on a les patients en première intention, parce qu'on les envoie pour traiter des maladies liées à leur pathologie chronique, liées à des problèmes musculo-squelettiques liés à leur maladie chronique, ensuite, ils nous demandent tous, mais je fais quoi après comme sport? Tous. Pour ça, en fait, il y a les fondamentaux d'un bilan qui a été publié à l'Ordre, qui est sur le site de l'Ordre. Alors, c'est des fondamentaux. Et il y a un certain nombre de kinés ont travaillé pour qu'on rentre plus ou moins dans ce dispositif et qu'on arrive aujourd'hui à proposer un bilan complémentaire au bilan des médecins, si ceux-là sont effectivement d'accord. Mais si vous allez les voir pour leur dire que vous allez les aider dans le suivi de leurs patients chroniques à faire du sport, ils vous suivront. Et donc, ils vous feront une prescription aussi d'une évaluation et d'un bilan. Bon, ça, c'est mon grand dogme de dire qu'en fait... un athlète de haut niveau, c'est un chronique qui s'ignore. Et un chronique peut éventuellement... il s'agit, là, c'est la photo, c'est moi, mais maintenant il y a Annick, donc je suis tranquille. Mais finalement, on peut passer d'être en surpoids, arriver à monter un col du moment qu'on est encadré et qu'on nous dit qu'on peut le faire. Non, pardon. Tout ça est lié à l'analyse. Donc l'importance du bilan, c'est de savoir quand vous avez votre patient qui arrive... En fonction du bilan que vous allez lui faire, s'il a des pathologies qui nécessitent qu'il soit rééduqué et renvoyé, donc ça je renvoie à l'article qu'a fait Camille. Et s'il n'a pas de pathologie, il peut aller directement finalement faire de l'activité physique à partir du moment où vous aurez borné le niveau d'efficacité, c'est-à-dire le niveau de moindre ou d'hyperactivité. Et ça, on appelle ça la réathétisation. Tout ça pour globalement... rentrer finalement dans un bilan sur lequel je pense qu'il faut que vous vous attachiez à l'ensemble de ce qui fait un patient, c'est-à-dire ses zones mécaniques, ses troubles neuromoteurs, ses antécédents, sa douleur, la prise de contact est importante, et je pense qu'il y a une zone sur laquelle vous pouvez porter votre dévolu, c'est la zone lombo-pelvifémorale, parce qu'elle vous donnera toutes les indications sur le niveau de vos patients. La première chose qui est hyper importante, c'est de construire un lieu d'accueil. Donc, recevez ces gens dans un bureau, donnez-leur du temps parce qu'ils ont une longue histoire à vous raconter. La petite photo que je vous montre là, c'est Amandine et Victor. Si je vous dis pas qu'elle a une sclérose en plaques, vous le savez pas. On est bien d'accord. Donc elle a toute une histoire à vous raconter, et Amandine, quand elle viendra vous voir, elle vous dira peut-être qu'elle a mal au dos, sauf que quand vous creuserez, elle vous dira qu'elle a été opérée du cœur, que sa sclérose en plaques lui atteint sa vue,
que elle a essentiellement une sclérose en plaques sensitive, donc elle ne sent pas, et qu'elle peut pas faire de sport, et qu'elle est en train de grossir, et que si elle grossit trop, elle va développer des troubles cardiovasculaires, un diabète de type 2, et que comme elle est évidemment seule, parce que quand son mari a appris qu'elle était elle avait une sclérose en plaques, elle est partie, bah Victor aura plus de maman. Voilà, ça c'est ça. Donc il faut avoir un peu de temps à leur consacrer pour pouvoir essayer de comprendre quelle est leur histoire et comment vous allez pouvoir les aider. Évidemment, vous doutez bien qu'en plus elle n'a pas trop de sous, donc pour pouvoir faire du sport, c'est compliqué. Parce que le peu d'argent qu'elle a, elle le met pour Victor. Qui, Victor, malheureusement, a des problèmes de vue, donc doit porter des lunettes, donc machin, donc voilà. Et donc il faut entendre tout ça pour essayer de proposer quelque chose. Donc ça, c'est important de la prise de contact. J'ai coutume de dire que le passé crée l'avenir et que pour des patients qui n'ont pas de passé sportif, il faut créer un passé sportif pour globalement leur proposer un avenir sportif. Vous ne traitez pas des dossiers, vous faites attention aux red flags et aux yellow flags. Sachez que le pic de musculaire chez l'adulte, c'est 35 ans. Et rappelez-vous qu'à partir de 55 ans chez la femme, il y a une fonte musculaire qui peut aller jusqu'à 15% dans les 10 années qui suivent. D'où cette problématique de sarcopénie des muscles musculaires et donc cette augmentation de poids, plus les problèmes hormonaux. Bah là, c'est Annick Contiro. Son évolution entre le moment où elle a été opérée et le moment où elle a fait son tour de vélo. Et donc, tout ce cours sur la douleur chronique que je vous ai montré, notamment tous ses impacts, sachant que vous doutez bien que vu le poids qu'elle avait, c'est encore quelque part un peu dans son cerveau. Donc, de temps en temps, elle a des relents d'angoisse. Et donc, c'est important d'évaluer cette douleur, cette motivation qui souvent est aussi dans le corps. Et quelquefois, des douleurs mécaniques qui surviendraient même après une perte de poids peuvent faire ressurgir l'histoire des patients. Donc, important de prendre du temps pour évaluer et comprendre cette douleur. La symptomatologie de la douleur, c'est en général une contracture musculaire qui reste, qui amène à une inactivité. Cette inactivité amène à la fatigue amène à l'insomnie amène à l'anxiété. L'anxiété peut amener à une dépression, voire des répercussions. Et là, vous avez ce qui contribue en fait à l'organisation des facteurs de chronicité qu'il faut que vous arriviez à décortiquer, sachant que vous aurez peut-être besoin à ce moment-là des différents acteurs que sont aussi les psychologues pour vous aider dans une prise en charge de maladies chroniques. Il faut juste savoir vous l'évaluer, pas envoyer tout le monde forcément chez le psy, mais savoir l'évaluer. Sachant que j'adore ce petit slide qui a été fait par Olivier Brodeau, parce que justement, ça ramène à cette notion que le corps, les contractures musculaires, peuvent, avec un discours bienveillant, empathique et professionnel, vous faire comprendre un peu l'histoire des gens. Donc le toucher thérapeutique, c'est un truc qui est super, super important. Tout ça pour repartir vers cette fameuse douleur d'origine qui est la douleur aiguë et qu'il va falloir à un moment donné traiter. Ça s'appelle la mémoire du corps. Le cercle de Bernalen. Bon, ça, c'est des choses que je vous avais déjà montrées. Pensez en fait à poser toutes les questions sur le plancher pelvien. Ça, c'est très très important. Et notamment chez ces patientes où on a parlé de déséquilibre postural avec des genoux valgum dynamiques. Donc, je vous rappelle la qualité et l'importance du plancher pelvien dans le contrôle rotatoire des genoux et des hanches. Le bilan de la zone lombopelvienne, le bilan proprioceptif des membres inférieurs, regardez les pieds et les appuis. Ça, c'est un rappel du cours que je vous ai fait il y a 2 ans, mais c'est hyper important par rapport à l'importance des appuis pour le fameux recrutement de tous ces muscles antigravitaires et posturaux. Le neuromoteur, ça se travaille également sur des plateformes. Donc, pour vous donner un exemple, là, vous avez une jeune fille. Alors, elle n'est pas en surpoids, mais c'était pour illustrer le neuromoteur. Ça change de sens. Donc, vous avez une jeune fille qu'on demande de se contrôler dans l'espace. Et là, vous avez la même jeune fille 1 an après. C'est bien là. C'est la même. Elle a juste bronzé. Pour une histoire toute simple, c'est qu'en fait, elle a une scoliose, cette jeune fille, et que comme elle avait honte parce qu'elle se trouvait difforme, et en fait, elle n'allait plus à la plage. Et quand en fait elle a réussi à se normo-axer, globalement elle a repris une vie sociale. Il y a des trucs, ça se joue à rien. Ça, à l'époque quand j'ai fait ce travail là, je savais pas du tout ce que je faisais par contre. J'étais en incapacité de vous faire le cours que je vous fais aujourd'hui sur la motivation. Là c'est le même patient, c'est la même histoire.
Et donc c'est ce que je vous appelle ces muscles gravitaires. Vous voyez que dans la photo, dans la vidéo de gauche, en fait il n'utilise absolument pas ces muscles antigravitaires. Donc de toute façon il ne tient pas sur le plateau. Et sur la partie de droite, en fait il peut globalement se contrôler sur le plateau, il peut se lâcher, on peut commencer un travail aérobie. Et donc comme on peut commencer un travail aérobie, il a une meilleure anticipation abdominaux transverses, enfin il a un meilleur contrôle de l'équilibre. Et comme il a un meilleur contrôle de l'équilibre, il dépense plus d'énergie, il transpire. Et c'est un patient qu'on a réussi à aider à perdre quand même pas mal de poids, qui a repris son travail, qui a repris son activité, juste par le bilan et le cours que je viens de vous donner. Ok ? Bon, enfin, vous aurez le topo. Et le 4e temps de votre bilan, une fois que vous avez fait tout ça, c'est la synthèse. C'est le projet thérapeutique que vous allez faire avec votre patient. C'est l'engagement que vous allez prendre avec lui. Enfin, c'est surtout l'engagement qu'il va prendre avec lui-même à travers le bilan que vous lui avez fait. Et le bilan va vous permettre aussi d'assurer un suivi et donc de lui montrer que ce qu'il a fait a eu un sens. Et surtout qu'il y a une marge de progression, parce que souvent les gens, ce qu'ils regardent, c'est leur perte de poids. Mais si vous arrivez par exemple à leur montrer qu'au début ils ne tenaient pas sur un plateau d'instabilité et qu'après ils tiennent, ils ont progressé. Donc le bilan c'est hyper important pour vous, parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir dans le temps et d'entretenir cette prise en charge et cette motivation. Vous voyez, comme là il faut que fatalement j'essaye de vous motiver à tenir un peu le coup. Je n'ai pas dit que j'y arrivais, mais j'essaye en tout cas. Donc le bilan APA, c'est un complément du bilan médical. C'est essentiellement basé sur le toucher. Ça a une place importante à mon sens dans le dispositif sport santé. Ça va vous aider à dire ce qu'on va faire et à faire ce qu'on dit. Ça va vous protéger. Attendez, on a fait un bilan. On est parti là-dessus. Fallait que vous veniez tant de séances, fallait machin, tout ça, ça va vous aider dans cette prise en charge. Ça va vous aider aussi à parler avec les autres interlocuteurs. Et vous devenez quelque part prescripteur. Donc vous vous engagez aussi, donc c'est aussi important de prendre en compte. C'est plus quelque chose de trop passif. Voilà. Et je vous présente, et là c'est pas pour casser l'ambiance, mais c'est pour vous rappeler qu'on fait de la santé et que la jeune fille que vous voyez au milieu n'est plus là. Et que si je suis là ce soir, c'est aussi parce qu'elle m'a énormément fait changer sur toutes les croyances que j'avais, qu'elle m'a poussé dans mes retranchements parce qu'elle a toujours voulu faire du sport, et qu'on fait un métier de santé, que parfois c'est difficile. Voilà. Et c'est pas du tout pour casser l'ambiance, parce que je vous assure que je pense à elle tous les matins, et que cette fille m'a donné une pêche de dingue pour faire tout ce que je fais encore aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que le sport santé c'est parfois très compliqué, et voilà, elle n'est pas partie d'obésité, elle est partie d'être trop maigre, mais c'est comme ça. Ça fait aussi partie de nos réalités. Je vous remercie beaucoup. Par contre, je sais pas comment on ferme. Bon, j'ai fait passer 3 heures en 2 heures. Alors, quand vous avez 5 ans, vous prenez le dossier à table. Comment vous allez prendre le dossier à table? Il y a une photo. Par contre, c'est super intéressant. Ils vont faire un travail avec le professeur Alino sur le domaine. Super. En plus, c'est accompagné. Vous avez quoi en moi?